Conseil municipal ouverte. Je fais l'appel. Jean-Claude Husson, présent. Joël Niemi. Présente. Jean-Michel Bruno. Aurore Collin. Présente. Joseph Deroff. Présent. Brigitte Poincelin. Présente. Daniel Vitura. Présent. Véronique Papin. Présente. Pierre Couble. Présent. Janine Cohen. Présente. Marie-France Piriou. Gilles Raveau. Présent. Catherine Rogowski. Présente. Alice Rividi. Présente. Luc Dumais. Présent. Stéphane Salvari, pouvoir Aurore Collin. Jean-Luc Alison. Présent. Jean-Pierre-Jean Aubertin. Présent. Jean-Louis Barrault. Présent. Lionel Horry. Présent. Michel Bretagne. Présente. Carole Tingry, pouvoir à Jean-Claude Husson. Aline Riera, pouvoir à Joël Niemi. Colette Ducastel, pouvoir à Annie Lamotte. Christian Hilleret. Présent. Annie Lamotte. Présente. Alain Vidril. Présent. Bertrand Bruno. Présent. Sandrine Zec, pouvoir à M. Hilleret. Secrétaire de séance. Monsieur Aubertin et Madame Rividi étant là. D'accord, donc secrétaire de séance, Madame Rividi. Oh, hop. Point carte. Donc concernant les informations de Rambouillet Territoire, les impôts des ménages restent au même tarif. Ça a été voté lundi soir. Il n'y a pas d'augmentation des taux d'imposition au niveau de Rambouillet Territoire. Je le précise parce qu'il y a eu quand même une tentative en septembre de réduire les abattements. C'est à l'ordre du jour, ça a été retiré de l'ordre du jour parce qu'il y avait quand même un certain nombre de maires qui étaient un peu émus de la situation. Réduire les abattements, c'est un moyen d'augmenter les impôts sans augmenter les taux. Voilà, on pourrait le faire nous aussi, c'est fait dans certaines communes. Je vous l'avais expliqué ça au DOB lors du débat d'orientation budgétaire de novembre. Et puis les taux restent stables également. La question viendra l'an prochain. Est-ce que Rambouillet Territoire aura besoin d'augmenter les taux des ménages ou des entreprises? On est passé en 2017, il y a eu une harmonisation avec les 3 intercos qui ont fusionné, mais c'est une véritable question parce qu'il y a un besoin de financement, puisqu'on dépense quand même 18 millions pour la piscine au niveau de Rambouillet Territoire. Tout dépendra du projet qui va être déterminé cette année, parce qu'il y a un nouveau projet. Pour refaire un petit appel historique, le dernier projet avait été défini début 2012. Donc la nouvelle majorité est arrivée après la définition du nouveau projet. Là, on va redéfinir un projet de territoire sur l'ensemble du canton de Rambouillet plus Cernay-la-Ville. Et de ce projet de territoire, il y aura des discussions aussi sur l'aspect financier. Voilà. C'est un point dur, l'augmentation du taux des ménages sur la colonne Rambouillet territoire. Pour le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il va progresser, il va passer de 7,01% à 7,07%, tout simplement. C'est dû à la répartition C2, C5. C2, c'est ramassage tous les 2 jours, 2 fois par semaine. Puis C5, on a 5 fois par semaine. Je ne sais pas si on en a ici, je pense pas. C'est que du C2 chez nous. Donc sans doute des constructions qui sont plutôt sur la partie C2, donc en centre-ville, qui font que ça augmente un peu le taux de répartition et augmente notre taux de participation. C'est pas la commune qui prend en charge, c'est directement les bénéficiaires du ramassage. Carte a aussi, Rambouillet Territoire a aussi reconduit l'adhésion à la plateforme d'initiative locale Seine-Yvelines. On a un entrepreneur arnolfien, donc la plateforme d'initiative locale, l'APFIL, qui aide les créateurs et repreneurs d'entreprises. On a un arnolfien qui a bénéficié d'un prêt d'honneur, qui est le food truck Nico Régal, qui bénéficie d'un prêt d'honneur au titre du PFIL.
Il y a le lancement de l'élaboration du plan local de déplacement de Rambouillet Territoire. Il y a, voilà, qui va être lancé parce qu'il faut le faire. On a aussi le plan, c'est local, hein, d'habitat qui aussi programme local de et intercommunal qui va être lancé aussi cette année. C'est obligatoire depuis longtemps, c'est pour les intercos d'au moins 30 000 habitants, donc on aurait dû déjà depuis un certain temps le faire. Donc c'est un sujet qu'il faudra qu'on suive nous de très près, parce qu'on est concerné, tous les territoires sont concernés. Avec la SRU, on est quand même plus particulièrement concerné, donc il faudra qu'on suive de près l'évolution de ce PLHI. Voilà pour Rambouillet Territoire. Pour les décisions, décision numéro 8, c'est contrat maintenance avec la Société des Marais, l'utilisation des fréquences radio par 4 émetteurs, redevance annuelle de 180 € hors taxe. Décision numéro 24, avenant au bail commercial avec Mémo Service pour un nouveau loyer mensuel hors charge de 490 €. Décision numéro 25, convention organisant la formation babysitting du 16 avril, conclue avec l'association MJC, l'usine à chapeau de Rambouillet, donc ça c'est gratuit. Décision numéro 26, fixation du tarif de la sortie street art du 4 avril pour le club collège, 5 € par personne. Décision numéro 27, l'avenant numéro 4 au marché d'assurance avec la SMACL, l'O2, le dommage causé à autrui, pour une augmentation de 205,96 €. Décision numéro 28, convention annuelle de location d'espaces publicitaires au cinéma avec Ceinturie 21 pour un montant de 1 750 € du 27 mars au 26 mars 2019. Approbation du procès verbal des séances des 6 et 20 mars 2018. Je commence par le 6 mars. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Colin, Madame Lamotte, Madame Ducastel, Monsieur Hilleret, Monsieur Vidril, Monsieur Bruno, pour Bertrand Bruno et Madame Zec, qui est pour adopter à la majorité. Merci. Procès verbal du 20 mars. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Lamotte, Monsieur Aubertin, Madame Ducastel, Monsieur Hilleret, Monsieur Vidril, Monsieur Bertrand Bruno et Madame Zec. Qui est pour adopter à la majorité. Merci. Note de synthèse numéro 1, décision modificative numéro 3 pour le budget de la commune. Je donne la parole à Monsieur Dorop. Ok, merci. Pour une décision modificative je dirais qui n'est pas très importante, puisque une modification au niveau du budget de fonctionnement, et au niveau investissement, les seules modifications sont au niveau des dépenses, puisqu'on a pour 57 000 € de dépenses où il y a des changements d'affectation. On a d'une part 29 000 €, c'est la climatisation du cratère. 4 000 €, c'est une chaudière qui a changé dans un logement. Et 24 000 € pour l'achat d'une tondeuse autoportée. Pour financer ces dépenses, on retire 45 000 €, toujours sur le même compte, installation, agencement et aménagement. Et on retire également 12 000 € sur le compte concession et droits similaires. Ce qui fait que, je dirais, la somme des dépenses et des recettes est à zéro, donc il n'y a pas de modification globale au niveau du budget. S'il y a des questions, des remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Hilleret, Monsieur Vidril, Monsieur Bertrand Bruno, Madame Zec, Madame Lamotte, Madame Ducastel. Qui est pour
adopté à la majorité. Merci. Note de synthèse numéro 2. De manière contractuelle. D'accord. Ils ont oublié la phrase. Note de synthèse numéro 2, ressources humaines, création d'un poste d'agent de maîtrise à temps complet. Il est rappelé au conseil municipal que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois ou permet des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise au préalable à l'avis préalable du comité technique. Aussi, il est proposé la création d'un poste d'agent de maîtrise catégorie C en vue du recrutement du responsable du centre technique dans les conditions suivantes. Emploi permanent à temps complet à raison de 36h50 hebdomadaires. Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 10 avril 2018, filière technique, cadre d'emploi, agent de maîtrise. Grade C, ancien effectif 2, nouvel effectif 3. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances du 3 avril. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Liret. Juste, je pense que c'est pour l'embauche On n'a pas mis d'un directeur des services techniques, ou non, d'un responsable du centre technique. Je voudrais savoir la différence déjà, parce qu'avant c'était un des services techniques, maintenant c'est responsable du centre technique. Et puis deuxièmement, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le recrutement qui a été fait. Pourquoi il y a une différence? J'en sais rien. Vous avez changé de nom. Statutaire. C'est statutaire. Bon, Ah bon. ok. Il n'y a pas sur la mission, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il couvre l'ensemble des agents techniques et des agents administratifs des services techniques. Ça, c'est très clair. Il nous vient du privé. C'est pour ça que je vais vous préciser pourquoi je l'oublie. J'ai une phrase à rajouter dans la délibération. Il a travaillé dans une usine et géré des équipes, c'était en chaudronnerie de mémoire en Aquitaine, et a travaillé sur les dernières années dans les tout corps d'État. Tout corps d'État, donc il a fait un peu de tout, plomberie, électricité, parquet, etc. Donc c'est un profil qui était intéressant. Il y avait deux profils intéressants, mais le deuxième c'était l'informatique, donc c'était un peu décalé, même si en termes de management il avait manifestement les capacités. En termes de compétences, c'était un peu décalé avec c'était décalé clairement avec les besoins de la collectivité. C'est un type de poste où il est difficile de trouver des responsables de services techniques et des gens. Donc c'est quelqu'un qui est recruté sur contrat, c'est-à-dire que dans la délibération, je fais ajouter donc une modification. Vous avez en page 2, modifie en conséquence le tableau des emplois, précise que la dépense sera imputée sur les crédits du budget 2018, précise, c'est ce que j'ajoute, précise que le poste pourra être pourvu de manière contractuelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Quel âge? Il est assez jeune, non? Non, il a cinquantaine d'années. Non, il a l'expérience, clairement de l'expérience. Je savais pas si c'était- Non, c'est quelqu'un qui vient d'Aquitaine, mais qui était déjà là. Il habite en Eure-et-Loire, pas très loin. Il doit être à une demi-heure, je pense. Je crois qu'il a suivi son épouse. Enfin, il y a eu un changement de domicile, et donc le tout corps d'État, il le faisait déjà dans la région. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Donc je rappelle l'ajout d'une phrase après le précise que la dépense sera imputée sur les crédits du budget 2018, précise que le poste pourra être pourvu de manière contractuelle. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui. C'est un contrat de droit privé. Non, il n'est pas fonctionnaire. Ah bon, c'est pas ça? C'est pas un fonctionnaire. Ce n'est pas un fonctionnaire. Il n'est C'est pas un fonctionnaire. Oui. Ah, c'est un contrat. Oui, c'est un contrat, mais c'est pas privé. C'est contrat. C'est un CDD. Voilà. Mais
Pardon. Non, il n'est pas fonctionnaire. Voilà. Pas fonctionnaire. Mais c'est un droit, c'est un contrat, mais dans le cadre du public. Lui, il vient de privé, mais d'accord, c'est bon. Et Madame, il peut le devenir au bout de combien de temps? C'est quoi la règle? C'est 2 ans. C'est pas une règle, c'est l'usage dans la collectivité titularise au bout de 2 ans. Ah, c'est bon, ça répond à la question? Oui, ça répond à la question. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. On a, parce qu'on ne l'a pas mis dans les infos, on a aussi une autre personne qui est venue qui est arrivée dans la collectivité début avril. C'est Madame Catherine Tatara, qui rejoint le CCAS, avec un taux de 60% en quantité de travail. Note de synthèse numéro 3, mise à jour du tableau des effectifs, suppression de postes. À l'occasion du mouvement de personnel et des évolutions de carrière, certains agents peuvent accéder à un grade supérieur, soit par voie de concours, soit par promotion interne, ou avancement de grade en fonction des possibilités statutaires. Toutefois, la nomination ne peut être effectuée qu'en cas de vacance d'un poste correspondant à ce nouveau grade. Compte tenu de la réorganisation des services, il convient de supprimer certains emplois vacants. Vous avez le tableau. Je rappelle que là, nous avons créé des emplois la dernière fois, et il convient maintenant d'en supprimer. C'est une création ou c'est une suppression? Non, c'est quand là vous avez la suppression, vous avez corrélativement la création d'un poste sur le. Je cherche le CT. Voilà, vous avez en dessous, en page 2, 3, un tableau emploi supprimé. Vous avez la phrase « Le projet a été soumis pour avis au comité technique du 21 mars 2018 qui a émis un avis favorable ». C'est-à-dire que nous avons créé des emplois, mais pour pouvoir supprimer ceux qui n'étaient plus utiles, ça c'est suite à des évolutions de carrière. Pour supprimer ceux qui ne sont plus utiles, il fallait l'avis du comité technique. On peut créer sans avis du comité technique, mais on ne peut pas supprimer de poste sans l'avis du comité technique. Et l'avis du comité technique est favorable. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, des remarques? Une remarque toujours sur la lisibilité du tableau. Ah oui, merci. On peut faire quelque chose. Oui, c'est faire un effort. C'est noté pour nos petits yeux. D'autres remarques? Questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté. Merci. Approbation du plan de formation 2018. Les grands objectifs de formation de la collectivité place la formation, donc la commune place la formation au cœur de l'évolution professionnelle des agents et la considère comme un élément essentiel favorisant la mise en œuvre des missions de service public. Composante essentielle de la politique des ressources humaines, la formation est une voie de convergence pour mieux répondre aux engagements de la mandature et aux aspirations des agents de la ville de Saint-Arnaud-en-Yvelines. Les objectifs de la formation fixent le cadre de référence dans lequel viendront s'inscrire les priorités annuelles applicables au plan de formation. La formation s'adresse à l'ensemble des agents pour conforter leurs connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dès leur intégration et tout au long de leur carrière. Elle vise également à leur faire acquérir des compétences nouvelles pour garantir l'excellence opérationnelle et s'adapter aux évolutions organisationnelles et technologiques du service et plus largement du service public. Elle permet aussi d'élargir leur horizon professionnel en soutenant la conduite de leurs projets professionnels, en favorisant la mobilité, la reconversion, les changements de grade et ou de catégorie par l'acquisition et la valorisation des compétences. Enfin, elle facilite l'évolution des emplois et la transmission sans cesse des savoirs dans une démarche globale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
La démarche du plan de formation, c'est un outil stratégique visant à concilier les demandes des agents au regard des priorités définies par la collectivité. Il reflète les choix politiques et stratégiques de la collectivité en matière de formation. Il est présenté au comité technique pour avis. Il y a une rencontre entre les élus et la direction générale afin de déterminer les priorités de la collectivité. Il y a ensuite un recueil dans la méthodologie, un recueil des demandes collectives auprès des chefs de service en fonction des projets en cours, puis un recueil des demandes individuelles des agents au sein de chaque service. Et enfin, la définition des axes stratégiques de formation qu'on retrouve depuis déjà plusieurs années. Le premier, c'est développer une culture de prévention des risques professionnels en matière de sécurité et de santé au travail. Ensuite, c'est accompagner et renforcer la professionnalisation de l'encadrement dans l'objectif de développer une nouvelle culture managériale. Et le troisième, c'est accompagner et renforcer la professionnalisation des agents, les rendre acteurs de l'amélioration de la qualité de service. Il y a différents aspects sur le renouveau, la gestion, les actions programmées. Donc c'est le 4, actions programmées, les formations obligatoires, les formations d'intégration. Formation d'intégration pour but de faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux en leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre l'environnement territorial dans lequel ils exercent. Ces formations portent principalement sur le fonctionnement des collectivités locales et leur établissement, les services publics locaux, le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux. La durée de formation d'intégration est de 10 jours pour les catégories A et B et 5 jours pour les catégories C. Il n'y en a pas de prévu en 2018. Les formations de professionnalisation. Vous avez une prévention des risques professionnels en restauration collective pour un agent de catégorie C pour 2 jours et les troubles du comportement enfants de 3 à 12 ans pour un agent pour 3,5 jours. Le tableau suivant est vide. Tout au long de la carrière, en page 4, tout au long de la carrière, donc il y a, pour répondre au premier axe, développer une culture de prévention des risques professionnels en matière de sécurité et de santé au travail. Un certain nombre de formations prévues. Puisqu'on parle de prévention des risques, je rappelle que lorsque la nouvelle majorité a été élue en septembre 2012, il n'y avait pas d'évaluation des risques professionnels. Je vous fais un point pour arriver aux dernières actions de cette année. Nous avons mis en place l'évaluation des risques professionnels. Nous l'avons fait en interne et non pas en faisant appel à un cabinet. C'est ce qui est recommandé par le réseau prévention afin de diffuser la connaissance de la prévention des risques professionnels. Nous avons nommé 2 assistants de prévention qui ont été formés à la prévention des risques professionnels. Nous avons mis en place l'évaluation des risques professionnels et nous avons transcrit le résultat de cette évaluation dans un document qu'on appelle le document unique des risques professionnels. Pour information, 21% des communes ont fait leur document unique. Nous faisons partie des 21% des communes qui ont fait leur document unique. Certaines communes, pas toutes, nomment un assistant de prévention. Nous avons nommé 2 assistants de prévention. Actuellement, il n'y en a qu'un. On cherche un deuxième assistant parce qu'il y a eu un remplacement. Souvent, des communes nomment des assistants de prévention avec 0 heure de temps de travail sur le domaine des risques professionnels. Nous donnons à nos assistants de prévention 2 jours de temps de travail pour pouvoir travailler. Et ils viennent ici, ils ne restent pas sur leur lieu de travail habituel, pour pouvoir travailler sur l'évaluation des risques professionnels. Donc, voilà. 2 jours par mois. 2 jours par mois, oui, merci Janine. 2 jours par mois, chacun. Ça date d'il y a 3 ou 4 ans. Évidemment, nos assistants de prévention font leur formation de révision. Et puis, nous avons rajouté un étage l'année dernière qui est l'ACFI. L'ACFI, c'est l'agent chargé de la fonction d'inspection. C'est-à-dire que c'est l'agent qui vient sur la commune
qui regarde comment on travaille en termes de prévention des risques professionnels et qui donne un avis extérieur. Donc, ce n'est pas en interne qu'on le fait cette fois-ci. Et on a fait appel au CIG qui, au mois d'octobre, est venu inspecter le cinéma, le cratère et le centre technique municipal. Donc ça, c'est le nouvel étage. Et donc, notre assistante de prévention transcrit les recommandations de l'ACFI dans notre document d'évaluation des risques professionnels. Donc on est plutôt bien placé là-dessus. On est parti de 0 en 2012 pour arriver à ce résultat. Cette année, le point important, il nous manquait, c'est l'évaluation des risques psychosociaux. Donc ça a démarré. Là encore, pour les risques psychosociaux, on fait appel à un intervenant extérieur. Il est hors de question que ce soit un agent de Saint-Arnaud qui discute et interviewe ses collègues. Donc c'est le CIG qui est chargé de cela. Il y a eu, il y a 2 ou 3 semaines, une réunion au cratère avec tous les agents pour leur expliquer la démarche. Et on devrait avoir un résultat, j'espère, fin juin, ça va être un peu court, mais sans doute vers le mois de septembre. Dès qu'on aura l'évaluation et les recommandations, nous pourrons transcrire dans notre document unique et dans notre plan d'action les résultats, les recommandations du CIG en matière des risques psychosociaux. Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, on aura brossé l'ensemble du sujet sur l'évaluation des risques professionnels. La culture se diffuse parce qu'on le fait en interne et ça c'est important. On rappelle régulièrement aux agents qu'ils doivent avoir leurs équipements de protection individuelle. Mais on a aussi des agents qui réagissent, qui comprennent bien le message qui est passé depuis 4 ans. Je donne un exemple. On avait l'habitude depuis plusieurs années de recevoir une demande de la section badminton pour mettre du blanc sur les fenêtres du toit du gymnase, parce qu'en badminton on regarde en l'air et la lumière extérieure est gênante. Donc comme c'est un tournoi régional, il fallait blanchir, occulter un petit peu ces fenêtres. C'était une habitude, donc les gars montaient sur le toit et blanchissaient. Cette année, ils ont refusé. Ils ont dit on peut pas parce qu'il n'y a pas de rambarde. Donc l'USSA et le badminton se sont émus, se sont dit d'habitude on le fait, on comprend pas. Donc la question m'a été posée et ma réponse a été très claire. Elle dit les gars ont raison, il n'y a pas de rambarde donc on peut pas monter sur le toit. Donc on voit que nos agents apprennent à se sécuriser et à prendre en compte les risques liés au travail. On a trouvé d'autres solutions pour blanchir, c'est pas nous qui l'avons fait. Mais ce qui est important de noter, c'est la diffusion de la connaissance et de l'importance de se protéger soi-même, parce que c'est dans le Code du travail également. L'employeur doit protéger les salariés en termes d'accident du travail et de maladies professionnelles, mais les salariés également doivent se protéger, c'est dans le Code du travail. Et c'est pour ça que c'est important de diffuser le message. Alors en termes de formation, dans le plan de formation 2018, nous avons à nouveau des autorisations de conduite, l'élaboration d'un plan d'action pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, l'évacuation incendie, initial et recyclage, la manipulation des extincteurs, les habilitations électriques pour non-électriciens, le sauveteur secouriste au travail, le nettoyage des locaux, les respects des règles d'hygiène et de sécurité, le nettoyage des locaux et du matériel en restauration collective, la prévention des risques liés à l'activité physique PRAP pour l'industrie, le bâtiment et le commerce, la prévention des risques professionnels en restauration collective et le recyclage CACES pour la nacelle, le PEMP, le PEMP 386. En tout, ce sont 79 agents formés. Il peut y avoir des doublons selon les formations. C'est des agents formation là, par formation. S'il y en a un qui suit 2 formations différentes, il peut compter 2 fois. Là. Et c'est 79 pour 123,5 jours de formation. Ça, c'est pour le premier axe, qui est un axe prioritaire. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas de réflexion pour dire on enlève, on n'enlève pas. Pour nous, c'est évident qu'il faut agir sur ces formations. On pourrait monter le taux d'agents formés aux évacuations incendie ou manipulation d'extincteurs. C'est encore l'effort qu'on pourrait faire supplémentaire. Là, on le fait plutôt par bâtiment et dissémination.
Mais toutes ces formations sont suivies rigoureusement et il n'est pas question de faire des économies, évidemment, là-dessus. Le deuxième axe, c'est accompagner et renforcer la professionnalisation de l'encadrement dans l'objectif de développer une nouvelle culture managériale, animation et encadrement d'une équipe au quotidien, entretien professionnel, un acte de management, la réussite de sa prise de fonction d'encadrant de proximité, le développement du travail collaboratif, le coaching de dirigeants, la prévention et régulation des situations conflictuelles, la gestion d'un service d'espace vert, spécificité, outils de gestion du patrimoine et d'animation d'équipe. Donc 9 personnes, 10 personnes seront formées pour 26 jours. Troisième axe de formation, c'est accompagner et renforcer la professionnalisation des agents, actualité en matière d'état civil, l'approche générale des marchés publics, l'entretien de la signalisation, la communication à travers les réseaux sociaux, les tableaux de bord du service communication, la communication politique, écrit et discours, la mise en œuvre des règles de fonctionnement d'une assemblée délibérante, le droit des étrangers, le fonctionnement et le suivi du conseil municipal, l'animation d'une séance d'activité physique, les enfants de 3 à 12 ans en situation de handicap en structure scolaire et de loisirs, les troubles du comportement enfants de 3 à 12 ans, les tableaux de bord du service RH, la maîtrise des règles de rémunération des agents, le perfectionnement des techniciens du spectacle, en son, cette-là, la taille des arbres, formation, entretien, restructuration, informatique, initiation et perfectionnement, organisation de chargement d'un véhicule, ça concerne 116 agents pour 224 heures, jours et demi. 224 jours et demi. Pardon ? Total général. Oui. C'est le total général, oui. Nombre de jours et demi. Oui. Ah, sur les 3 actes, pardon, 5 au 75. Oui, d'accord, je suis allé au total général. Merci. L'autre, c'était cet axe-là, c'était 27 agents et 75 jours. Ensuite, on a les formations personnelles, donc en bas de la page 7, approfondissement BAFA pour 3 agents, 18 jours. Les actions de lutte contre l'illettrisme, sensibilisation, mais ça c'est un objectif 2018, mais ça dépendra des repérages. Au total, on a aussi des apprentis. Ça c'est important. 4 apprentis sont actuellement intégrés à la collectivité, dont 3 au service éducation et 1 au service ressources humaines. On s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de communes sur Rambouillet territoire. On ne peut pas dire qu'on est tout seul, mais on est très peu. Ce qui est un peu regrettable. Les employeurs qui font des apprentis, moi je ne sais pas comment on peut former les jeunes. Donc c'est un peu l'honneur de la commune, et il y a longtemps que ça se fait, de prendre des apprentis au sein de la collectivité, et on continuera parce qu'il faut à fond accompagner nos jeunes. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Statistiques de formation, le total des demandes validées par l'autorité territoriale pour cette année, toutes catégories confondues, s'élève à 248 jours. Les effectifs concernés par les formations sont les agents stagiaires, titulaires et non titulaires, représentant un total de 58 agents sur 112, soit environ 57,14% des agents et en moyenne 2,21 jours de formation par agent. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup d'agents qui ne demandent pas de formation, c'est aussi un classique, on a beau les solliciter, certains ne souhaitent pas aller en formation. Parmi les 58 agents, 82 sont fonctionnaires, 6,89%, 82%, 6,89% sont stagiaires et 10,34% sont non titulaires. Vous avez par priorité le nombre de formations qui sont faites. Sur le budget prévisionnel en page 10, il y a un certain nombre de formations qui ne sont pas faites par le CNFPT, qui est la structure qui collecte le budget formation, 0,90% de la masse salariale, soit 15 000 euros. Et on y rajoute 9 372 euros au titre des formations qui sont hors CNFPT.
toutes celles qui sont listées ici dans le tableau sont hors CNFPT, hors de la structure de formation CNFPT. Donc il y a un coût. Et pour les autres, c'est pris en charge par les 0,90% de la masse salariale. Voilà. Ensuite, il me manque le coût, c'est fait. Bon, le chiffre ne dit pas grand-chose hein, sur le nombre de jours par agent. Moi, j'en cherchais un autre, mais bon, c'est pas grave. Mais on est au-dessus de la moyenne nationale hein, sur le nombre de jours de formation par agent. Donc c'est aussi quelque chose qu'on regarde pour se comparer et on regarde l'évolution chaque année en termes de budget et de formation. Ce plan de formation a été approuvé à l'unanimité par la commission des finances du 3 avril. Toc, 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 plan de formation. Et il a été validé par le comité technique du 21 mars 2018. Vous priez dans le délibéré, monsieur. Oui, j'ai posé une question à la commission finance. Le pourcentage du technique et de On n'a pas eu le temps de le l'administratif. faire. Je n'avais pas eu le temps de le faire. Voir l'évolution, si ça évolue, parce que je sais que le technique, c'est les plus réticents en général. Nos techniques sont pas si mal que ça. Pour une raison, c'est tout ce qui est sécurité. Oui, Ils sont servis par ça. Hein, donc tout ce qui est nacelle. Conduite des engins. Voilà, c'est ça. On a vu aussi, il y a les espaces verts. Il y a, je pense pas que ce soit les moins, c'est plutôt dans le scolaire. Hein, on a vraiment le moins de demandes. Agent d'entretien, bien sûr, agent scolaire. Je dis pas qu'il soit très demandeur, c'est vrai, vous avez raison. Hein, mais ils ont au moins par quelques éléments techniques. Les habilitations électriques aussi, chez eux. C'est pas que chez eux, hein, il y a aussi ailleurs, puisqu'on forme un certain nombre d'agents à l'habilitation électrique pour non-électriciens. Voilà. C'est clair que c'est plutôt dans l'administratif où on trouve le plus de formation. Ça, c'est classique. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Jean-Luc? C'est une remarque et une question. Déjà, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit au niveau du document unique. L'analyse des risques, qui à mon sens n'est absolument pas anodin parce que d'autant plus qu'il y a des activités quand même dans des professions manuelles dans une collectivité, dans une commune. Et il faut savoir qu'en cas d'accident du travail, il y a des enquêtes qui peuvent être menées par l'inspection du travail. Moi, ça m'est arrivé. Et si on n'a pas élaboré justement cette analyse des risques et ce document unique, la responsabilité pénale du responsable d'entreprise peut être engagée. Donc j'imagine que pour le maire, c'est la même chose. Ah, complètement, oui, bien sûr. Je pense que effectivement, c'est extrêmement important de le faire. Je citais les fenêtres du toit du gymnase, mais j'ai eu 1 an ou 2 ans avant, donc ça devait être été 2015, je pense, un de nos assistants de prévention qui, allant à l'élémentaire Guillermont, a découvert un gars en train de nettoyer les vitres en se pendant à l'extérieur au premier étage. Pas attaché, rien du tout. Voilà. C'est à peu près le niveau de risque que je prends, effectivement. S'il chute, ça doit être le fils de patron, il n'a pas de travailler en sécurité. Hein. Il faut, oui, tu as raison, il faut surtout pas sous-estimer. Il y a vraiment. Pour le port des EPI, on avait un règlement intérieur dans l'usine. À un moment donné, j'étais responsable légal de l'usine. Il y avait pour des EPI, donc des équipements de protection individuelle qui étaient évidemment obligatoires, des lunettes de sécurité. Un gars qui travaillait sur le métal, mais avec ses lunettes de sécurité, il a eu un accident de travail, il a failli perdre l'œil parce qu'il y a un copeau qui est tombé dans l'œil. Il est à l'hôpital. Après, l'inspection du travail est venue. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Donc, heureusement qu'on avait prouvé qu'on avait évalué ce risque-là. Sinon j'aurais pu avoir des soucis. Quoi. Bien sûr, ouais. C'est pas laissé. Ça, c'est tout employeur. Hein. C'est-à-dire qu'une association de basket qui emploie un demi-salarié doit faire son document unique, doit faire l'évaluation des risques, la transcrire dans le document unique. Hein. Donc, Même la société de l'ingénierie, il faut jouer les risques d'une personne qui travaille pour des boosters, des rames.
sûr. Oui, oui. J'avais une question aussi, est-ce qu'il y a un bilan de fait au niveau des formations pour, normalement on fait un pose un plan de formation chaque année. Oui. Fin d'année on fait un bilan des formations. On l'a pas présenté ça, le bilan. On a un bilan. À l'adéquation entre la formation, le retour des Conseil. on regarde aussi si le budget a été dépensé. Non, ça fait pas l'objet d'un vote. D'accord. On pourra le présenter parce qu'on l'a. Il est présenté en comité technique, mais c'est vrai qu'il n'a pas été présenté en conseil municipal, donc on pourra Je suppose le faire. qu'on On en a un. peut savoir si c'est bien fait, si en général le budget formation est dépensé, si les gens sont contents de la formation. La plupart du temps, il y a des retours positifs ou négatifs. Alors ça, le retour, c'est difficile. Enfin, il y a des fois, non, il y a des fois des retours pas toujours positifs. Hein, ça dépend des formations. La difficulté à laquelle on fait face parfois, et j'étais en comité technique de Rambouillet Territoire, parce que j'en suis membre, ils ont les mêmes difficultés, et Rambouillet également, c'est parfois des formations qui sont annulées par le CNFPT. Et donc annulées, c'est-à-dire qu'elles sont reportées à l'année suivante. Il n'y a pas 50 sessions dans l'année. Donc ça c'est des choses qu'il faut arriver à suivre, mais qui ne sont pas faciles pour les agents, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on supprime une formation. Il faut reprendre. Mais c'est pas le cas général. On pourra présenter le bilan, oui, tout à fait, de ce qui est fait réellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Vidry? Dans le domaine de la sécurité, est-ce que c'est au sein de la commune ou un organisme privé qui s'occupe des contrôles des éléments de sécurité des bâtiments? Ça s'est fait par l'extérieur, donc on a un contrat avec la PAV là-dessus. Ça y passe régulièrement? Oui, le Merlot c'est tous les 6 mois, tous les appareils, alors il y en a pour l'électricité, il y a pour alors les jeux c'est les nôtres, parce que les jeux de cartes c'est cartes qui fait, voilà, oui, tout à fait. Je pensais aux bâtiments que nous recevons du public. Oui. Et je pense notamment au Colombier où on est depuis quelques jours, où je remarque qu'il y a une trappe de désenfumage qui est démontée, qui est donc en incapacité de fonctionnement. D'accord. Et le défibrillateur est aussi en incapacité de fonctionnement. D'accord, et ça vous l'avez signalé au service, bien sûr. J'en ai parlé à des gars pour le boîtier, parce que j'ai vu des gars passer pour C'est la qui les trappe gars? de désenfumage. Ils m'ont dit qu'ils étaient au courant. Pour le défibrillateur, j'en ai pas parlé au gars. D'accord. Je pense qu'il y a une maintenance annuelle normalement pour le défibrillateur. Voilà, c'est fait, c'est suivi par notre assistante de prévention. Elle commande également les kits, parce qu'ils ont une durée de limite. Là, quand on fait le test, il dit que les batteries sont mortes. D'accord. Donc, il n'est pas en état de Signaler, fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté. Merci. Note de synthèse numéro 5. Modification de la durée mensuelle maximum pour les projectionnistes. Il est rappelé au conseil municipal qu'en application de la jurisprudence du Conseil d'État, un emploi permanent peut être occupé par un agent non titulaire recruté par un contrat de droit public. Voilà, il ne faut pas dire privé, c'est public, même si c'est un contrat qui ressemble à du privé. Voilà. Ainsi, par délibération du 24 novembre 2014 et pour les besoins de continuité du service, 2 emplois permanents de projectionnistes à temps non complet ont été créés. Ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, conformément à la loi du 26 janvier de 1984. Le recrutement des agents contractuels a été effectué dans les conditions suivantes. Emploi permanent à temps non complet à raison de 40 heures mensuelles. Compte tenu de l'évolution de la programmation cinématographique, il est nécessaire de modifier la quotité des interventions mensuelles pour les 2 projectionnistes en augmentant celle-ci à hauteur de 50 heures mensuelles maximum pour anticiper les besoins. La rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer, assimilée à un emploi de catégorie C par référence à l'indice brut 407. Elle sera réactualisée en fonction de l'évolution des textes réglementaires.
vous est donc proposé de modifier la durée mensuelle maximum pour les 2 emplois permanents de projectionnistes pour le cinéma Le Cratère. On est là sur une question. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la Commission des finances en date du 3 avril 2018. Là, on est sur le fait qu'on a un agent qui est parti en Angleterre, malgré le Brexit. C'est Thomas. Donc, on tourne sur les 2 projectionnistes titulaires et on utilise un peu plus les contractuels. D'où la nécessité d'augmenter le nombre d'heures par mois des contractuels. Voilà un peu l'origine de la proposition de modification. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 6. Projet d'investissement communaux. Demande de subvention au Conseil régional d'Île-de-France. Aménagement régional. Je donne la parole à Madame Poincelin. Le conseil municipal est informé de l'existence de plusieurs dossiers d'investissement communaux susceptibles d'être éligibles à des subventions régionales. Il est précisé que ces travaux peuvent faire l'objet de subventions de la part de plusieurs financeurs, et notamment du Conseil régional d'Île-de-France, dans le cadre du contrat d'aménagement régional. Un contrat d'aménagement régional est un engagement avec la région Île-de-France qui accompagne tout investissement sur le patrimoine foncier et immobilier du maître d'ouvrage, notamment dans les champs de l'aménagement, des équipements culturels, sportifs et de loisirs de proximité, de la préservation des éléments patrimoniaux historiques non classés et vernaculaires, des circulations douces et de l'environnement. Ce contrat comporte un programme pluriannuel d'investissement en vue du financement d'opérations concourant à l'aménagement, au développement et à l'équipement cohérent et durable du territoire régional. La dépense subventionnelle est de 2 millions hors taxes maximum, pour lequel la région peut apporter une aide de 50%, soit 1 million, auquel peut s'ajouter une bonification de 500 000 € si le projet répond à des objectifs de développement durable. Lors de la séance du 17 octobre 2017, le conseil municipal avait délibéré pour solliciter la conclusion d'un contrat d'aménagement régional uniquement pour le projet de la MJCS, car les services de la région avaient, lors d'un rendez-vous durant l'été 2017, estimé que la MJCS pouvait être considérée comme 3 opérations distinctes. Or, lors d'une réunion le 15 mars 2018, les services de la région ont indiqué qu'il y a eu une erreur de compréhension et que la MJCS devait être considérée comme une seule et unique opération. Par conséquent, pour solliciter un contrat d'aménagement régional, la commune doit inscrire au moins 2 opérations, ce qui implique de revoir la délibération du mois d'octobre. Dans le cadre de ce contrat, la commune souhaite inscrire 2 opérations. La création du MJCS à implanter dans l'enceinte du stade municipal, qui comprendra une maison des jeunes, une salle culturelle, une salle omnisport. Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit un commencement de construction au début du second semestre 2018 pour une durée comprise entre 12 et 18 mois. La réhabilitation des bâtiments scolaires. Ces travaux de réhabilitation porteraient sur le changement des toitures de la maternelle et du restaurant scolaire Guillermont et de la maternelle du Jeu de Pommes. Ces travaux concernent également la mise aux normes et l'aménagement des restaurants scolaires de la commune avec la mise en place d'un self-service dans l'objectif de renforcer l'autonomie des élèves, de réduire la quantité des déchets alimentaires et améliorer la qualité des repas servis. Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit un commencement de construction au début du second semestre 2018 pour une durée échelonnée comprise entre 12 et 24 mois. La commune sollicite donc la conclusion du contrat d'aménagement régional pour ces projets. Ce contrat, d'un montant estimé de plus de 4 millions d'euros, plafonné à 2 millions, a pour objet la réalisation des opérations suivantes, la MJCS et la réhabilitation des bâtiments scolaires. La commune devait, par délibération du 17 octobre 2017, solliciter la conclusion du contrat d'aménagement régional pour le projet de MJCS, mais compte tenu de l'affinement des dossiers par les services municipaux, le chiffrage et le contenu du dossier doit être revu. À ce jour, le dossier n'a pas encore été déposé. Il est précisé que la région subordonne l'attribution d'une dotation à toute personne morale, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, au recrutement d'au moins un stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. Aussi, dans le cadre de cette demande de subvention, il est proposé au conseil municipal de s'engager sur le programme définitif et l'estimation de chaque opération, sur le plan de financement annexé,
sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions légales en vigueur, sur la maîtrise foncière et ou immobilière de l'assiette des opérations du contrat, sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la commission permanente du Conseil régional de l'ensemble des opérations prévues au contrat pour attribution de subventions dans un délai de 3 ans à compter de son approbation par la commission permanente du Conseil régional, à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien des opérations liées au contrat, à ne pas commencer les travaux avant l'approbation du contrat par la commission et pour chacune des opérations inscrites au programme de la convention de réalisation correspondant à cette opération, à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans, à mentionner la participation de la région et d'apposer leur logo dans toute action de communication. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité par la Commission des finances en date du 3 avril 2018. Les annexes ont été transmises. Il y a des questions? Oui, Bertrand Bonneau. J'avais quelques points à aborder sur la note de synthèse qui fait l'objet effectivement suite au conseil municipal de la séance du 17 octobre 2017 de modification. La première, ça concerne donc l'assiette qui est différente donc pour la subvention du conseil régional et donc perte de subvention sur la maison des jeunes de 168 000 euros, si le tableau suivant qui le précise. Donc déjà une assiette qui est différente, donc une perte finalement sur la partie maison des jeunes, qui a été expliquée suite à la demande effectivement de la région. Je tenais quand même à le souligner, puisque donc ça devra faire l'objet de financement complémentaire. Je note que dans la notification, il est précisé qu'il y a une bonification de 500 000 euros sur la partie développement durable. Je m'en réjouis puisque j'en avais parlé à l'époque, effectivement, qu'on pouvait éventuellement interroger l'ADEME. Je ne sais pas si c'est l'ADEME qui a été interrogé ou pas. Je me pose juste la question, quels sont les critères et quels sont les labels qui ont été demandés pour l'obtention ou pas des 500 000 euros qui ont été notifiés ici. C'est ma première question. Et ma deuxième question, en fonction des labels demandés, est-ce que ces labels avaient été notifiés lors de l'appel d'offres, l'appel d'offres donc du projet, et donc pris en compte dans l'assiette financière du projet? Deuxième question. J'ai une dernière petite question qui est sur les dépenses de fonctionnement et d'entretien. J'aurais voulu savoir s'ils avaient fait l'objet déjà d'évaluation en interne pour ce projet. Une dernière petite remarque. J'avais déjà dit la dernière fois lors de la séance du 17 octobre sur le prévisionnel du planning, qui me semble vraiment pour moi qui est pas bon, sauf à me dire que le permis de construire, vous le déposez demain, mais pourquoi pas. Donc quel est votre planning là-dessus réellement? Parce que si le permis de construire est déposé, je dirais en juin ou en juillet, je ne vois pas comment on peut démarrer les travaux avant la fin de l'année, sachant qu'il y a un permis de construire posé sur ensuite une instruction et un ABF, des recours derrière. Donc, au mieux des cas, je dirais qu'on va en début 2019 et non au deuxième semestre 2018. Voilà l'ensemble de mes questions et remarques. Après, j'aurai une dernière remarque, mais je veux qu'on réponde déjà à l'ensemble de ces points. Tu réponds? Je réponds. Ok, vas-y. Alors, la remarque préliminaire, qui est la perte de financement pour la Maison des Jeunes à hauteur de 168 000 euros. C'est exact. Est-ce que ça va coûter plus à la commune? Non, puisque, sauf si on avait décidé de ne pas réhabiliter les bâtiments scolaires, mais évidemment qu'on avait décidé de réhabiliter les bâtiments scolaires. Donc il s'agit d'une réorganisation suite aux demandes récentes de la région, mais c'est un projet qui, de toute façon, la réhabilitation des bâtiments scolaires, c'est au moins les toitures de l'école Guillermont et la toiture de l'école Jeu de Paume qui fuient. Donc il n'est pas question de ne pas les faire. Donc on est plus sur une réorganisation que sur un coût supplémentaire.
sur la bonification, il n'y a pas de label spécifique. Là, on est sur les techniques utilisées. Est-ce qu'on va faire un toit végétal ou pas? Voilà. Et toute la question était de savoir si les techniques proposées par l'architecte rentreraient dans le cadre de cette bonification. Donc les services ont interrogé les services de la commune ont interrogé les services de la région pour savoir si l'esquisse telle qu'elle est proposée par l'architecte qui a été retenu, à savoir l'utilisation d'un mur solaire, à savoir l'utilisation d'un puits canadien, était de nature à être retenu dans le cadre de la bonification. Et il y a l'ossature bois également, dont je me méfie un petit peu plus, mais les trois sont de nature à être retenus dans le système de bonification. Pourquoi je me méfie un peu plus de l'ossature bois? C'est ce que j'ai dit au service, c'est qu'est-ce qu'il a prévu comme ossature bois, quelle qualité va rentrer dans la bonification. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir avoir un surcoût pour obtenir un bonus, hein. Donc on connaît le système, donc c'est là ça va être un système de calcul, hein, d'intérêt financier et d'intérêt écologique, mais les trois rentrent dans le bonus. Donc on n'est pas du tout dans le système de label, donc ça gomme la question suivante qui est est-ce que les labels étaient prévus dans le marché. La question des dépenses de fonctionnement, il y a des dépenses de fonctionnement anticipées dans l'esquisse qui sont extrêmement faibles d'ailleurs, enfin, assez faibles, mais il va falloir avancer sur le projet pour pouvoir continuer à les, je ne vais pas dire affiner, parce que je ne considère pas qu'on les aide de manière stricte, ce serait quand même être excessif, donc il faut avancer sur le projet pour savoir où on en est, mais le projet a l'air intéressant en termes d'économie des fluides. Le dernier point, très clairement, c'est le permis de construire. Le permis de construire, il prendra le temps qu'il prendra. Enfin, pour moi, ça va être 2 ans, hein, ce projet-là. C'est pas, je doute qu'on aille plus vite que ça. Il faudrait déjà, avant de s'intéresser sur le délai, savoir si on va avoir les subventions. Moi, j'en suis là, hein. Donc, est-ce qu'on va avoir la subvention du département? Est-ce qu'on va avoir la subvention de la région? Parce que si on les a pas, de toute façon, il n'y aura pas de projet. Non, mais je dis simplement oui, bien sûr, mais de synthèse qui a été écrite. Donc tout moi, à fait. Voilà. Moi, je réponds la réalité de ce que je pense. Les délais glissent en permanence en fonction des réponses des services des uns et des autres, et donc il y aura certainement d'autres missions, j'imagine, parce que ça peut encore prendre du temps. Pour expliquer. L'année dernière, on a eu notre budget, notre compte de gestion au mois de mai, très tard. Cette année, nous n'avons toujours pas notre compte de gestion. La région, pour déposer le dossier, il faut un avis de la DGFiP, donc la direction financière départementale, pour nous dire si notre projet financièrement tient la route dans la durée, hein, avec une prospective. Mais pour que la DGFiP, et donc la DGFiP, suite à notre dossier, avait 2 semaines, pouvait rendre réponse en 2 semaines, sauf qu'ils n'ont pas le compte de gestion, ils voudraient avoir le compte de gestion de 2017. Donc l'État attend l'État. Et nous, on est au milieu, on ne sait pas poser notre dossier. Voilà le type de bizarreries qui font que notre dossier n'avance pas. Et Madame Gillot a beau relancer, taper sur, enfin pas taper, mais solliciter fortement, on va dire, la DGFiP. La situation de la trésorerie, je la considère catastrophique depuis plus de 2 ans. C'est pour ça que nous avons voté, je rappelle, on avons voté pour 2017 le fait qu'il n'avait pas de financement de la commune. Je parle du trésorier général, parce qu'il ne fait pas le job, je suis désolé. C'est pas un retour de bâton cette année de ne pas nous fournir les comptes de gestion à temps? Non, c'était déjà le cas l'an dernier. Et on n'est pas les seuls. Il y a le SIAP et il y a Abli. Donc, voilà. Le SIAP avait voté... Le SIAP n'a toujours pas reçu les 200 000 euros qu'on est censé leur transférer, hein. Ils sont toujours dans notre trésorerie. Ça vient d'être fait. Bon, voilà, ça vient seulement d'être fait. C'est catastrophique. Je veux dire, l'État demande beaucoup de choses aux communes. C'est spécifique à la trésorerie de Saint-Arnoux. J'ose espérer que toutes les trésoreries ne sont pas comme ça, et elles ne sont pas comme ça. On est vraiment dans une...
grande difficulté. Évidemment, il y a la question de la perte de fonctionnaires, hein, il y a une reconcentration, les gens ont une charge de travail dans toutes les trésoreries, c'est vrai, on a une charge de travail, mais celle de Saint-Arnoux, c'est en plus de la charge de travail, il y a d'autres difficultés qui font que ça n'avance pas. Donc je suis très présent, c'est pour te répondre, hein, voilà, ça glisse, et on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas faire plus. Voilà. Et, très bien, je vous remercie. C'est la réponse apportée. Le dernier petit point qui en fait nous gêne, pour lequel on votera contre, on est pour la proposition bien sûr de subvention, d'une demande de subvention. Moi, ce qui nous gêne dans cette demande de subvention, on propose au conseil municipal de s'engager sur une estimation de chaque opération. Sur une estimation de chaque opération. Moi, l'estimation aujourd'hui qui a été faite déjà, et je l'avais dit déjà par le passé, ne me satisfait pas parce qu'elle ne prend pas en compte pour moi toutes les parties d'infrastructure, de sécurité, d'extérieur et paysage. Elle prend en compte soit un bâtiment, encore, je ne connais pas maintenant les aboutissements, mais peu importe, elle tient en compte du bâtiment et pas du reste. Vous avez dit tout à l'heure effectivement qu'il n'y avait pas de label, mais néanmoins, il y a quand même des spécificités à apporter pour obtenir ces 500 000 euros, qui seront prises en compte ou pas prises en compte, qui amèneront ou pas un surplus, vous l'avez dit pour la Saturbois, par exemple. Donc, au travers de ça, moi je ne veux pas engager finalement le conseil municipal à dire aujourd'hui qu'on est pour cette estimation de chaque opération. Je la trouve, en tout cas aujourd'hui, non suffisante dans l'explication et dans la teneur du projet global. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Dans la note de synthèse, il y a une petite coquille, voilà, enfin, sollicite, affirme, maîtriser le foncier, il faudra faire une petite coquille à corriger. Enfin, affirme, maîtriser le foncier de ces opérations. On va corriger avant que ça parte. D'accord. De ces opérations. De des opérations. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Quelle marge de manœuvre a-t-on à justement modifier ce programme qui est définitif, enfin ce programme considéré comme définitif? Pas du tout. Là, on est sur la demande de subvention. Après, on travaille avec l'architecte. Déjà, on va voir si on a des subventions. Sinon, on ne fait pas le projet. Et après, on travaille sur le projet. Donc, il y a encore du travail, des allers-retours. Donc, le projet n'est pas définitif, évidemment. Mais vous présentez comme définitif pour la demande de subvention. Pour la demande de subvention, c'est toujours comme ça. Il faut un projet pour demander une subvention. Comme le terrain synthétique. Ça, c'est pas nouveau. Ça fait des années que ça dure. Donc, la région ne va pas t'accorder une subvention sans savoir de quoi il s'agit. Des fois, il faudrait avoir terminé et puis il ne faut pas commencer les travaux. Donc, voilà, hein. Et tout ce qui est commencé et engagé comme argent avant n'est pas subventionnable. Donc, mais il faut un peu de détails, il faut une esquisse, il faut des plans, voilà. C'est toujours le même système, voilà, que toutes les collectivités connaissent, comme ça. Oui, il y a une phrase qui est un peu contradictoire. Le chiffrage et le contenu du dossier doit être revu. Et on nous demande après de voter sur un projet qui est chiffré. Alors donc... Non, mais ça, c'est l'explication qui vient d'être donnée, c'est la demande de ça a toujours été comme ça. Là, la subvention, elle sera sur ce budget-là. Donc à nous, après, quand on travaille avec l'architecte, d'éviter d'avoir des demandes supplémentaires qui augmentent le coût, parce que ça ne sera pas pris en compte dans la subvention. On n'est pas sur un ratio de subvention, on est sur un montant. Donc tout ce qui est en augmentation, c'est pour notre pomme. On a le droit d'aller à la baisse, mais là, ça sera le ratio de subvention baissera en proportion. Voilà, donc il faut arriver à jouer avec ça, mais on connaît les règles. Ça a toujours été comme ça, c'est pas nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Questions? On passe au vote. Qui est contre? Madame Lamotte, Madame Ducastel, Monsieur Héléret, Monsieur Vidril, Monsieur Bertrand Bruno, Madame Zec. Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie. Approbation de la note de synthèse numéro 7.
approbation du rapport de la CLEIT. Si vous le voulez bien, je le fais très court. Nous avions l'an dernier un montant, comment on appelle ça déjà, de compensation. Le montant de compensation était de 1 072 748 €, et cette année il sera de 1 072 748 €, donc il ne bouge pas d'un seul euro. Voilà, c'est le même montant. On aurait pu ne pas le passer en conseil, c'était automatique, mais bon, on le passe en conseil. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Monsieur Horry. Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à la majorité. Merci. Note de synthèse numéro 8, je vous la fais courte également. C'est la même que la dernière fois, sauf que en page 3, entendu l'exposé, après en avoir fait l'objet, après en avoir délibéré, et là on avait, je ne sais plus comment c'était libellé, mais c'était ne souhaite vraiment pas, enfin c'était un terme un peu plus fort qu'au mois de décembre. Cette fois-ci c'est interdit, voilà, parce que Enedis considère que comme on n'interdit pas, ils peuvent faire. Donc là on interdit, ça rend plus fort notre délibération, on n'a pas changé le reste. Je précise pour la situation que dès le lendemain, surlendemain de notre dernière délibération, pour nous couvrir, puisqu'il n'y avait pas cette interdiction, c'est la question qu'on se posait avec Madame Gillot, j'ai pris un arrêté pour éviter les troubles à l'ordre public, puisqu'on avait beaucoup d'appels à la mairie. Quand la mayonnaise commençait à monter, donc j'ai pris un arrêté sans m'appuyer sur les délibérations, mais simplement sur le simple fait qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui se bagarrent parce qu'il y en a un qui arrive pour installer un compteur Linky. Et donc c'est évidemment par nature une interdiction temporaire jusqu'au 15 mai, mais cet arrêté est toujours valable jusqu'au 15 mai, donc il nous protégeait le temps qu'on redélibère de manière un peu plus forte. Il nous reste quand même après, on aura peut-être d'autres délibérations plus solides à reprendre en fonction de l'évolution du dossier. J'ai vu que Madame Lepage s'y mettait aussi. Ils nous ont fait une proposition tarifaire à 3 500 €, mieux que le cabinet d'avocat. Corinne Lepage? Oui. Ah bah alors en plus ils nous font un tarif super, Corinne Lepage. Ah, bah, c'est bien ça, on va... Non, c'est pas Corinne Lepage, c'est nous. Non, c'est Huglot Lepage. Ah, ouais, C'est le cabinet de Corinne Lepage. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Non mais Corinne Lepage, vous avez vu qu'elle monte sur le dossier, elle va attaquer, donc s'ils travaillent avec nous, c'est aussi on travaille avec eux, si on les prend, on sera impliqués, donc c'est peut-être pas mal aussi de les avoir avec nous. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà, donc on change juste ce mot, interdit. Voilà. Donc on peut cadenasser. Oui, moi je pense qu'on nous amuse avec ça, alors que la population est inquiète pour beaucoup de choses, notamment le stade qui voudrait connaître la matière du stade actuellement. Et j'ai vu une de vos réponses. Circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, au lieu de s'occuper de ça, je crois qu'on ferait mieux de s'occuper quand même. Il y a des parents qui sont très inquiets pour les gamins. Et donc, on est en train de s'occuper. Alors que dans cette salle-là, je sais qu'il y en a pas mal qui ont le compteur déjà. Je sais qu'il y a des habitants qui se posent des questions, qui demandent à avoir le compteur. Parce qu'il y a tous les cas. Il y en a qui veulent le compteur. Mais ils ont le droit de faire installer le compteur, personne ne alors, donc, ils se posent la question, si on fait mettre le compteur, est-ce qu'on peut être attaqué par la commune? Moi, j'ai aucune demande. Ça, c'est vous qui dites. Ah ben, mais non. J'ai aucune demande au cabinet, ni dans la collectivité. Ils peuvent contacter la mairie. Je vous le dis parce qu'ils posent tous les jours des compteurs quand même à Saint-Arnoux. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tout le monde le voit. Donc les gens se posent la question, si on est hors règle, qu'est-ce qu'on risque? Mais ils se posent la question. S'ils la posent à vous, tant mieux, vous répondez. Non, mais moi, je vous la pose. Mais il risque rien. La commune ne va pas attaquer quelqu'un qui veut changer son compteur. Enfin, franchement... Donc on n'a pas aucune question, on a 0 question. S'il vous plaît, on a 0 question au niveau de la collectivité. Oui. Et à ce moment-là, il y a Facebook. En ce moment, on va interdire aussi Facebook parce qu'il rentre dans la vie privée. Ah mais ça va être la question, c'est la question qui va se poser. Hein. Je suis désolé. C'est la question qui va se poser. Bien sûr que c'est la question qui va se poser. Est-ce que vous allez interdire de Facebook à Saint-Arnoux? Non, on va travailler. C'est un choix propre, c'est pas une obligation. Là aussi, c'est un choix propre. Non, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. Sans nous demander notre avis, même.
Donc, Linky, j'ai répondu. Hein, donc, j'ai déjà répondu. Sur le terrain de football, parce qu'on peut aussi je peux aussi interdire les véhicules diesel dans la commune, hein, parce que ça crée des cancers. Hein, donc, parce que je peux répondre sur les produits chimiques utilisés dans la restauration aussi, hein, dans les pommes, etc. Enfin, il y a plein de... On vit dangereusement. Hein, donc, la question du terrain de foot, elle n'est pas négligée. Maintenant qu'il y ait des associations qui ne pensent qu'à ça, attaquer, juste pour attaquer, ça c'est leur problème. Moi je regarde la situation et je ne la néglige pas. Il y a la question de la loi faite par l'État, parce que c'est quand même la responsabilité de l'État aussi. Hein. Là on essaie de mettre sur le dos de la commune la responsabilité de tout. Je suis désolé, mais il y a un moment, il faut aussi arrêter. À chacun sa responsabilité. Donc prenez aussi votre part en expliquant aux Arnolfiens que c'est la responsabilité de l'État de protéger les habitants sur tous ces domaines-là, que ce soit les véhicules diesel, que ce soit les produits phytosanitaires qui sont utilisés dans l'agriculture, que ce soit sur le terrain de foot. C'est pas la responsabilité de la commune. Alors il y a des communes telles que Paris, telles que Strasbourg, qui ont décidé de ne plus installer de terrain de foot. Je peux vous confirmer qu'on n'installera plus de terrain de foot synthétique. J'aurais l'air de quoi de dire ça, comme Paris, comme Strasbourg. On n'a pas prévu d'installer d'autres terrains de foot. On n'en a qu'un. Ça n'empêche pas d'y réfléchir. J'ai posé la question à Brigitte et elle regarde cette affaire-là. Rien n'est négligé. La qualité de l'air dans le centre de loisirs n'est pas négligée non plus. Pourtant, je pourrais me dire que ma fille y a été dans le centre de loisirs, qu'elle a respiré les gaz qu'il y avait dans ce centre de loisirs. Et je n'étais pas maire à l'époque. J'ai pris des mesures pour mettre de la peinture sur les plafonds. Oui, mais vous pouvez râler là et puis relayer des accusations qui sont inacceptables. C'est la responsabilité de l'État. Et notre responsabilité de citoyen, c'est d'attaquer l'État et c'est de mettre l'État devant ses responsabilités. C'est pas à chaque maire. Les maires, ils en ont ras-le-bol d'avoir tout sur le dos. Donc, mettez les choses au bon niveau. La première chose, et c'est ce qu'il faut dire aux habitants, c'est la responsabilité de l'État. Et actuellement, il n'y a pas de... Vous communiquez pas. Rassurez la population. C'est tout ce Ne que jouez je pas avec les emmerdeurs qui racontent n'importe quoi. Je vous dis, c'est la responsabilité de l'État. Maintenant, ça ne m'empêche pas de regarder ce qui se passe chez nous, que ce soit au centre de loisirs sur la qualité de l'air, que ce soit à la restauration scolaire où nous allons travailler, où nous sommes en train de mettre en place un marché pour avoir 75% de bio globalement. De travailler sur le terrain de foot. Nous travaillons sur tous les sujets, mais nous le faisons, mais la responsabilité, la première, c'est celle de l'État. Alors, passez ce message à ceux qui ne comprennent pas ça. Oui, Jean-Luc. J'ai participé justement au choix du terrain de foot à la commission. On avait travaillé longuement dessus et c'était un des points qui avait été évoqué, justement, le risque sanitaire. Mais là, je débarque, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. C'est quoi le problème du terrain de foot? C'est les billes à base de pneus, de caoutchouc de pneus. Voilà. Cancérigène. Cancérigène. C'est ce qui est annoncé. Il n'y a pas d'études, poussées. Hein. Il faut voir les taux des nombres. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des certificats ou des documents qui sont donnés, justement. C'était des questions qu'on avait évoquées. Quand on avait fait le choix du terrain de foot synthétique, on sait qu'il y a des particules dedans. Ça se fait bien, c'est des particules de matière synthétique. Alors, je ne connais pas la question, vous en avez parlé, je ne sais pas du tout. Mais à l'époque, c'était une question qu'on s'était posée. On avait dit, mais quel est le risque sanitaire que peuvent provoquer justement l'existence de ces particules synthétiques? Et on nous avait répondu à l'époque que ce risque, normalement, est limité, dans le sens où tous les éléments qui rentrent dans la composition du terrain de foot synthétique sont attestés par des labels, par des certificats. Il n'y a pas de risque. Comme beaucoup de choses, vous savez. Mais j'en sais pas plus. Hein, malheureusement, comme beaucoup de choses, je suis d'accord. On a les ondes électromagnétiques, je n'ai pas cité les ondes électromagnétiques. Hein. Je rappelle que nous, on a mis le Wi-Fi dans les classes, c'est débrayable. C'est clair. C'est débrayable. On s'était posé la question à l'époque. Mais on n'avait pas d'études et on n'a pas d'études aujourd'hui. Il y a des suspicions. C'est des particules, en fait, c'est des particules recyclées. Donc la traçabilité de l'origine de ces particules, on ne la connaît pas. C'est pour ça qu'on avait demandé justement une attestation du quoi il n'y a pas de risque. Il y a toujours des risques. Aujourd'hui, c'est financé, le terrain de foot est financé par le département, par la région, par l'État,
par la Fédération française de football. Voilà. Non. Les 4 ont participé au financement. Et ce que les gens demandent, est-ce qu'il y a des billes dedans, est-ce qu'il n'y a pas de billes? Parce qu'il y a beaucoup de stades qui sont faits sans ces petites particules, là, justement. Beaucoup. Est-ce qu'il y en a? Combien Ah, le pourcentage, il y a 20% sans billes, je vous dis, et le reste avec des billes. Non, mais ça dépend de la structure, justement. Mais s'il n'y a pas de billes, Il est obligatoire je sais pas. Mais il y a des billes. Moi, je ne sais pas s'il y a des billes ou pas. Mais il y a des billes, évidemment. Il y a des billes. Ben, je vous dis qu'il y a des billes. Il a demandé une commission, il a demandé un avis technique là-dessus. On doit difficilement faire les choses avant d'avoir l'avis. Il y a une commission qui doit effectivement donner un avis d'ici 1 an. Et, bon, sur la toxicité éventuelle de ce type de terrain. Il y a une commission qui a été nommée par l'État, c'est une commission, je sais plus comment elle s'appelle, qui a 1 an pour donner un avis. Mais c'est des sujets extrêmement difficiles, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas le rôle des communes, là on est sur l'État. Je veux dire, les ondes électromagnétiques, il y a l'accumulation aussi. C'est facile de dire le Linky c'est pas dangereux, mais si on rajoute les satellites déjà, parce que moi j'en entendais parler dans les années 80, les satellites, mais les ondes radio, les portables, le Wi-Fi, il y a là un phénomène d'accumulation. Les études ne regardent pas l'accumulation, donc c'est facile de dire il n'y a pas. Les produits chimiques c'est la même chose. Il y a une inquiétude, il faut... C'est pas une inquiétude, oui il y a une inquiétude, mais moi je ne suis pas expert. Et on n'a pas d'experts dans la commune. Madame Gillot, vous êtes experte, voilà. Donc ne posez pas des questions. Vous savez très bien que c'est pas possible à une commune. C'est la responsabilité de l'État. Et là, c'est à chaque citoyen de solliciter le député, le sénateur, sur ces sujets-là. C'est ça la bonne réponse. Ça ne nous empêche pas d'être attentifs, de regarder. C'est comme la prévention des risques professionnels. Mais faire du populisme en disant ça y est, non, mais il faut faire attention. Il y a des messages comme ça. Je ne dis pas que c'est vous, mais à travers votre question, attention à ne pas relier ce type de message. C'est ça que je veux dire. C'est vrai qu'il faut aussi tenir compte de l'évolution des connaissances et de l'évolution normative. Voilà, c'est ça. Là, je prends juste un exemple. Tous les isolants qu'on a à la maison, les isolants à base de laine de roche, il y a actuellement des études qui sont menées sur la toxicité de ces isolants. Bien sûr. On a aussi dans les fours ce qu'on appelle des fibres céramiques réfractaires, qui autrefois étaient utilisées quasiment partout. Aujourd'hui, elles sont considérées comme étant cancérigènes. Alors, très bien, je suis habité chez GRT Gaz, parce qu'ils veulent rétrofiter tout leur site de compression de gaz qu'ils ont en France. Et c'est un vaste programme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on considère que ces fibres sont potentiellement dangereuses alors que ce n'était pas classé comme ça il y a quelques années. Donc c'est vrai qu'après l'évaluation des risques, ce qu'on fait dans la vie est risqué. Et si on parle de débris de pneus, je voudrais juste signaler, parce que je l'ai vu faire, tout ce qu'il y a sous le ballast du métro, c'est les bandes de roulement des pneus des bus. Ou sous des routes. Mais il n'y a pas que sous base du métro. Il y a des routes à Saint-Arnaud, elles sont Et là, énormément. c'est un milieu fermé, sous tunnel. Il y en a énormément. Non, mais on n'y passe pas mal de temps. Voilà, donc les chaussures. Donc la réponse aux Arnolfiens, c'est ça. Contactez vos députés, sollicitez-le, rejoignez les associations aussi, telles que 60 millions de consommateurs. Voilà, ils accompagneront. Il y a des associations environnementales en plus, spécialisées ou non. Et c'est celle-là qu'il faut rejoindre. Mais dire c'est les maires qui doivent, on n'a pas les compétences du tout. Pourtant, on est à peu près la 1550e ville de France. Il y a tous les villages qui n'ont aucune compétence pour gérer ce genre de choses. On l'a pas voté, on va le voter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, parce qu'il faut qu'on le mette l'interdit. Je voulais juste rappeler, Monsieur Hilleret, au niveau du Linky, parce que moi j'entends beaucoup Anna qui reçoit énormément d'appels en mairie, qui répond très très patiemment à tous les Arnolfiens qui s'inquiètent et qui ne cesse de répéter que c'est la volonté des élus d'interdire le Linky, mais que toute personne qui souhaite le Linky chez elle peut avoir le Linky. On n'est pas à interdire pour une personne qui veut du Linky, bien évidemment. Par contre, on est là pour soutenir pour ceux qui ne le veulent pas. On a pris une position qui est une position politique par rapport à ça, mais on ne peut pas le faire sur tous les sujets. Désolé, on n'a pas les moyens. Déjà, là, on va dépenser de l'argent. J'étais à côté, j'étais à une conférence avec le maire des Molières. Il préfère faire autre chose que de se battre contre le Linky, même s'il n'est pas d'accord avec le Linky.
Chacun choisit, nous on a choisi collectivement voilà, de répondre à ce sujet-là parce qu'on était sollicités. On vote, ou à moins qu'il y ait d'autres questions, remarques. Qui est contre? Tu voulais dire quelque chose, Aurore? Non, juste pour une petite remarque, parce que tout le monde sait, c'est de notoriété publique, j'ai mis le Linky, donc il est devenu communicant, donc j'ai reçu ma facture que je recevais auparavant tous les 2 mois, puisque je voyais moi-même mes indexations, et au final, ben non, c'est-à-dire que moi, le Linky m'a coûté la modique somme de 300 €. Ah oui, bien sûr, oui. Hein, qu'on soit bien d'accord. Alors on me dit qu'il ne faut pas raisonner comme ça, mais ils reviennent sur l'indexation avant, donc du mois de novembre. Moi j'ai réglé ma facture au mois de janvier. Ils font un remboursement des abonnements hors taxe, un remboursement des kilowatts utilisés hors pleine, hors creuse. Ils appellent ça remboursement tac-tac. Au kilowatt, oui, ça me rembourse, mais après les taxes sur les taxes sur les taxes, et je m'assois sur à peu près 300 €. Et donc, non, pour la facture. Là, moi, et puis après, je vais toujours tomber sur une consommation. Mais vous regarderez, quand vous recevez votre facture, vous comprendrez bien. Vous verrez bien. Bon. Vous verrez bien. Mais au final, vous ne retrouvez pas vos petits, parce que le remboursement, la facture de janvier, moi, je l'ai payé. Je l'ai pas, les kilowatts, je ne les ai pas payés 2 fois, je suis d'accord. Mais après, la TVA, les taxes et les machins, Ils se sont jamais cachés de dire que les usagers paieraient les... on est bien d'accord. Non, mais qu'on ne dise pas que le changement est gratuit. C'est simplement ça, parce que finalement, pas ça gratuit. coûte... Après, effectivement, c'est un pourcentage de la consommation, mais moi, ça m'a coûté largement 300 €. Hors taxe. Allez, mais rigolez, vous allez voir. Non, on passe au vote. On passe au vote. Qui est contre? Monsieur Deroff, Monsieur Aubertin, Monsieur Vidril. Vous êtes contre pour, non? Pas de contre? Non. Monsieur Aubertin, Monsieur Deroff. Qui s'abstient? Madame Rogowski, Madame Lamotte, Madame Ducastel, Monsieur Héléret, Madame Zec, Monsieur... Non, Monsieur Vitura, Madame Rogowski et Madame Collin. Et donc je redis Madame Lamotte. Abstention, j'ai dit. Pour qu'elle puisse compter. Ah, Madame Collin, Madame Rogowski. Qu'est-ce que j'ai vu? Monsieur Vitura, Madame Lamotte, Madame Ducastel, Monsieur Héléret, Madame Zec. Vous avez levé deux mains, hein? Oui. Il est ré Zec. et Zec. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. C'est ça, oui. 4 et 3, 7. C'est ça. Qui est pour? Pour l'interdiction. Pour l'interdiction, pour la délibération. Merci, adopté. Bon. Je note, vous avez dans vos dossiers, je ne sais pas si vous avez vu, le récapitulatif des contentieux au tribunal administratif. C'est ce que vous nous aviez posé comme question. Vous l'avez dans le dossier, là. Ah, c'est moi qui ne l'avais pas enlevé, vous l'avez eu la dernière fois. D'accord, bon. Je l'ai pas enlevé non plus. Oui. Ça va juste une question orale. Je voulais juste savoir, suite l'incendie qu'il y a eu à Ressources, je veux savoir si vous notez ce dossier. On en est à la contre-expertise. Donc c'est toujours les assurances qui travaillent. Expertise, contre-expertise. Voilà. Donc j'ai pas d'infos à donner pour l'instant. On sait où c'est installé? C'est la trouvé un autre local? Là, ils ont un local de stockage au Brulin. Alors les Brulins, je ne sais plus où c'est. C'est où c'est ça ou c'est... Au Pargis, c'est Brulin. Mais c'est uniquement un local de stockage. Le propriétaire ne souhaite pas qu'il fasse de vente. L'idée pour eux, c'est de faire de la vente sur l'ensemble de Rambouillet territoire. Je crois qu'ils travaillent avec le Perret. Je ne sais pas où ils en sont, je n'ai pas suivi trop, mais ils essayent de s'installer, de trouver un local de vente au Perret. Le souhait, c'est qu'ils puissent revenir ici, mais il faudra un certain temps. Donc on refasse tout. Oui, Jean-Luc. Oui, c'est juste une information. La dernière fois, on avait demandé où on en était par rapport aux avions, par rapport Oui. notamment au système de mesure qui avait été posé chez moi. Donc le système a été démonté, donc le Paris doit faire un bilan. Mais je voulais simplement vous informer de quelque chose d'un peu plus important qui est en train de se traduire. Vous savez sans doute que l'aéroport de Paris est en train d'être privatisé, puisqu'actuellement l'aéroport de Paris est
l'actionnaire principal c'est l'État, et donc je crois que Vinci à 20%. Il y a forte probabilité qu'il soit privatisé dans les mois à venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité de l'aéroport d'Orly est de entre 400 000 et 450 000 mouvements. Actuellement, il y en a seulement 250 000, c'est limité par décret qui date d'il y a une trentaine d'années. Ce décret a été voté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le fait que les avions font moins de bruit, que l'aéroport d'Orly pourrait avoir beaucoup plus d'avions. Et hier soir, il y a un des maires d'une commune avoisinante d'Orly, de Champlan, qui a été convoqué par le maire. Donc le maire, le ministre, parce qu'actuellement, ils sont en train d'étudier le déplafonnement d'Orly. Et donc j'ai préparé un argumentaire relativement rapide à destination du maire, justement pour dire quels seraient les inconvénients. Du ministre ou du maire? Du maire. À l'intention du maire. À l'intention du maire. Du maire Champlan, Oui. qui va aller voir Bruno Le Maire, donc le ministre. Ah, c'est pas facile, hein. Parce qu'il voulait le sonder justement pour discuter du déplafonnement potentiel d'Orly et des avantages qu'il y aurait au niveau des communes avoisinantes. Parce qu'en fait, ça apporte des emplois, mais dans le risque, c'est qu'il y a beaucoup plus d'avions qui circulent dans le ciel parisien, notamment sur Saint-Arnaud, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y a eu des modifications des trajectoires aériennes il y a quelques années, donc il y a eu une modification des couloirs qui avait provoqué à peu près le doublement du nombre d'avions au-dessus de Saint-Arnaud. Alors Saint-Arnaud a une particularité, c'est que la moitié des vols qui passent au-dessus de Saint-Arnaud, il y a la moitié qui viennent de l'ouest et l'autre moitié qui viennent de l'est, de Nice. Ceux qui viennent de l'ouest peuvent emprunter une trajectoire qui est en descente continue, c'est-à-dire une trajectoire avec une point d'interception qui est située à peu près à 1500 mètres. Et la descente continue consiste en fait à mettre les gaz des moteurs à régime réduit, ce qui provoque une baisse de bruit relativement importante, de l'ordre de 3 à 4 dB. 4 dB, c'est doubler le bruit, hein. C'est doubler le bruit de moitié. Hein. Donc cette réduction de bruit est importante pour les avions qui peuvent voler en descente continue. Mais cette descente continue n'est pas possible pour les vols qui viennent de l'Est, puisqu'en fait, s'ils passaient plus haut, passerait en dessous des vols qui décollent. Et donc il y a une trajectoire de sécurité, donc ils sont plafonnés. Et donc ils sont au-dessus de Saint-Arnaud, il y a la moitié des avions, vous l'entendez peut-être, qui remettent les gaz, donc ils sont pas libres. Et donc si on double le nombre d'avions au-dessus de Saint-Arnaud, ça va provoquer d'autant plus de bruit. Donc comme je siège à la CCE, donc c'est la communauté consultative de l'environnement d'Orly pour le compte de l'association, j'interviens pour le compte de Saint-Arnaud. Saint-Arnaud n'y est pas, parce que nous, en dehors des zones considérées comme étant potentiellement à risque, ce qui n'empêche que j'interviens de temps en temps au nom de la commune, je me fais engueuler par le préfet. Et donc, je fais valoir évidemment les droits de Saint-Arnaud. Et il y a peu de temps, j'ai été nommé au niveau de la région Île-de-France et même au niveau de l'Europe pour pouvoir travailler sur des solutions de réduction du bruit. Donc aujourd'hui, il y a un gros risque. C'est le déplafonnement d'Orly. Donc je vais intervenir au nom évidemment de la commune de Saint-Arnaud. Alors vous avez peut-être entendu qu'actuellement les assises du transport aérien qui ont été initiées par Madame Lemort, le ministre, Madame le ministre, qui est pas mal préoccupée par la SNCF actuellement. Mais ces assises du transport aérien sont en train d'envisager tout un tas d'actions, notamment le domaine de la performance sociale, performance économique et performance environnementale dans le domaine du bruit. Et j'ai fait un courrier de 4 pages justement pour intervenir, pour essayer de montrer d'une part que c'était les solutions qui pouvaient être mises en œuvre pour réduire le bruit, c'est au niveau de l'Île-de-France, c'est pas spécifique à Saint-Arnaud. J'ai aussi expliqué en quoi le déplafonnement d'Orly risque de poser un gros problème et qu'il y avait des solutions alternatives. Mais il y a un gros risque actuellement, donc ce serait la fin du curfew. La privatisation essentielle. Ce serait la fin du curfew aussi, de l'arrêt des vols du soir ou de nuit ou... Non, je pense que ça passe ça. Mais là je pense que le risque de déplafonnement, c'est un terrain très casse-gueule pour le gouvernement. Parce qu'avec ce qui s'est passé sur Notre-Dame-des-Landes, donc Notre-Dame-des-Landes, je ne sais pas si vous avez suivi le dossier, donc le gouvernement a pris une décision, donc Notre-Dame-des-Landes n'a pas été créée. Donc ce qui a été prévu, c'est qu'une partie des voyageurs qui devaient prendre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes vont venir à Paris. Donc ils vont augmenter les liaisons TGV entre Nantes et Paris, donc du coup ça va plus de trafic sur Orly. C'est un gros risque.
Donc actuellement, on fait beaucoup de lobbying pour essayer de faire en sorte que ce risque n'arrive pas. Et il y a la privatisation, risque, parce qu'on comme l'État est actionnaire et qu'ils ont besoin de sous, donc c'est sûr que s'ils vendent à des éventuels futurs actionnaires en disant on va déplafonner, plus de mouvement, plus de rentrée d'argent, plus de fréquentation, c'est gage d'une valorisation potentielle beaucoup plus importante que chez les actionnaires. C'était pas Vinci qui était à Notre-Dame-des-Landes? C'est Si. c'est Vinci qui se porte dans l'aéroport de Paris. Il y a 20% dans LFP et donc il veut prendre un gros risque. Il veut récupérer ses outils. C'est entre copains que ça se passe. Ouais. On a déjà parlé la dernière fois. Il n'y a pas de collectif d'élus sur ce sujet-là. Si, alors on le fait au travers d'une association qui s'appelle le Drapeau, à laquelle moi je suis le référent politique de cette association qui regroupe à la fois des associations dont la CNAP fait partie et des communes également. Donc il y a pas mal de communes, il y a des élus, il y a des députés, il y a des maires. Si ça t'intéresse, je peux peut-être. Je pense oui, il faut si on veut pousser le sujet, oui, on peut. Et Saint-Arnaud a vraiment une position très particulière et est vraiment concerné par ce risque. Parce qu'en fait, d'une part, il y a 200 vols à peu près, quand on est en trajectoire de configuration de Vendée, à peu près 200 vols par jour, sachant qu'en moyenne, il y en a 350 qui arrivent sur donc si on double le nombre de vols, ça ne reviendra pas du jour au lendemain, ça fait d'autant plus de vols au-dessus de Saint-Arnaud. Et il y a des études, d'ailleurs, parce qu'on parlait de risque sanitaire tout à l'heure, il y a des études qui ont été faites sur les conséquences du trafic aérien dans l'Île-de-France. En moyenne, il est estimé qu'on perd 0,5, alors c'est pour toute la population de l'Île-de-France, 0,5 mois de vie de bonne santé. Donc il y a des études sanitaires, risques sanitaires, donc le fait qu'on subisse les vols, alors les vols, il y a beaucoup de NOx, de CO, de particules qui sont relativement toxiques. Qui retombent, Les gens qui habitent sur les territoires. Et donc l'étude montre, c'était fait par Blue Paris, qu'on perd en moyenne, lié à cette activité aérienne, 0,5 mois de vie de bonne santé par habitant. Ok. Tu avais une remarque ou... Oui, moi je voulais parler du territoire rambouillet, ou rambouillet territoire, je ne sais plus si on l'a dit. Donc la dernière fois j'ai posé la question sur la commission de développement économique qui va avoir lieu sur cette assemblée. Je trouve qu'on a est-ce qu'on a un représentant Jean-Michel Bruno. Jean-Michel Bruno. J'aimerais bien que Jean-Michel Bruno pose une question lors de cette prochaine commission. Savoir s'il y a une étude qui a été faite sur l'impact des implantations des zones commerciales et commerçantes, surtout commerçantes, de Rambouillet. Donc je parle de Bel Air et puis tout ce qui a été construit autour de Air et puis du blabla. Sur l'impact des centres-villes et des villes autour. Bon, déjà de Rambouillet, de tous les autres villages et toutes les autres villes autour. Bon, alors, je pense que ce n'est pas anodin. On entend partout des politiques qui nous font des contrats sur la sauvegarde des centres-villes, il faut sauvegarder nos centres-villes, il faut faire des belles choses, blablabla. Donc toujours de très très beaux discours. Mais en fait, quand on regarde le maillage commercial qui est fait en France depuis des années, en fait, on est en train de donner la main à quelques enseignes sur la distribution alimentaire en France, c'est-à-dire sur l'approvisionnement, tout ça. Donc on va être dans différentes villes, même des villes importantes. Des villages où il n'y a plus de commerce, des villes où tu as des centres-villes où on dirait, ça fait flipper d'y passer la nuit, ou même la journée, parce que tous les réseaux sont baissés, il n'y a plus rien. Et en fait, on peut se poser quand même la question derrière tout ça, est-ce qu'on n'est pas en train de donner la main à quelques acteurs sur la distribution alimentaire en France, et sur l'approvisionnement. Et je trouve qu'on a un bel exemple dans notre territoire, où on est en train de casser tous les centres-villes. Suite à des implantations, et il y a encore des implantations qui sont prévues dans les alentours, qui ne sont pas que sur notre agglomération. Nous aimerons bien savoir quel est le projet de notre président sur la sauvegarde de ces centres-villes. En particulier Rambouillet, qui est en train de... Enfin, je ne sais pas si vous êtes trop passé dans Rambouillet ces derniers temps. Ça va mal, Depuis la mort. Voilà, ça devient ce qu'on a connu dans certaines provinces. Il y a des villes qui vont mourir, des centres-villes qui vont être avec des rideaux fermés le samedi et le dimanche. Donc ça va être sympa, quoi. Je trouve que c'est ce genre de développement économique est très intéressant. Dans des zones où on retrouve des
déjà complètement abandonné, avec des surfaces de parking qui sont là, belles, du béton. Mais il y aura des milliers de mètres carrés vides. Donc, puisque chaque ville essaye de faire sa zone commerciale pour créer de l'emploi, on sait que les emplois créés sont des emplois détruits autre part. Les emplois créés appartiennent souvent à des entreprises nationales, même voire internationales, donc qui détruisent des PME, ou des artisans, enfin, toutes ces choses-là. Donc je crois que c'est un vrai sujet sur le choix de notre territoire, sur le choix de ce qu'on entend développer, la qualité de vie. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas un sujet qui m'a l'air très porté en avant. En tout cas, on n'a jamais de retour là-dessus sur le territoire rambouillet. Par contre, c'est vrai que quand on reçoit notre newsletter, on voit que le projet de la piscine à 18 millions avance bien. Ça, c'est sûr que ça, c'est le fer de lance, hein, on met en avant. D'ailleurs, les deux gros projets qui vont être financés sont deux projets qui seront sur Rambouillet. Je tiens à le redire, je dis souvent, mais c'est toujours comme ça, que les plus gros projets sont sur Rambouillet et que toutes les villes autour, tous les villages autour, ils n'ont vraiment que dalle. Non, mais non, on n'a aucun aménagement, on n'a aucun vrai projet de développement territorial. On n'a pas de maillage territorial qui est fait sur notre développement. C'est vraiment, comme je l'avais dit à l'époque, il y a quelques temps, c'est une baronnie qu'on a créée. Donc nous sommes nous les vassaux. Nous avons le baron de Rambouillet qui décide pour nous. Je trouve que ça devient vraiment pénible et qu'il va peut-être falloir que ça porte un peu la parole. Alors, que les élus lèvent tous la main pour au moment des votes. Voilà. Mais je crois qu'à un moment, il faut vraiment mettre ces élus-là devant les faits. Et à un moment, ils auront à répondre devant leurs administrés sur le fait qu'ils n'ont pas pris de position. Quoi. Parce que c'est quand même... voilà. C'est la sauvegarde de nos villes. Il ne faut pas que nos villes deviennent des villes dortoirs. Rambouillet, s'il n'y a plus de centre-ville à Rambouillet, c'est des artisans qui vont perdre des contrats, c'est des petites PME qui vont fermer. Enfin, c'est pas... Voilà, c'est pas... On va se retrouver avec des villes qui n'auront plus aucune âme. Et les gens viendront voir leur maire et leur diront: mais monsieur, pourquoi vous n'avez rien fait pour sauver votre centre-ville? On se fait chier dans votre ville maintenant. Il n'y a plus rien le samedi, il n'y a plus rien le dimanche. Il nous reste à aller jusqu'au centre commercial parce qu'il n'y a pas qu'il y a d'animation. Donc ça deviendra les centres-villes du futur. Le mécontentement monte chez les maires des communes, mais pas suffisamment, ne serait-ce que pour s'abstenir lors d'un budget. Alors le voter contre, ça, on en est très loin. Des bilans sur l'impact du développement de Bel Air sur les centres-villes, il n'y en a pas du tout. Très clairement, il y a une volonté de Rambouillet des territoires, de développer Bel Air, même s'il y a de grandes difficultés à remplir cette zone. Qu'apporte Rambouillet territoire à notre commune? Très clairement, depuis juillet 2014, je dis que ça n'apporte rien, hormis l'aire des gens du voyage à l'époque, mais ça fait 2 ans qu'elle ne fonctionne plus. Un cyberespace, on est en capacité, nous, à Saint-Arnoux, d'avoir une salle, de mettre des tables, des chaises, d'acheter des ordinateurs et mettre un animateur, ça on sait faire, on n'a pas besoin de Rambouillet territoire. Les jeux tels qu'il y a au parc de l'Alleu ou sur la plage Jean Moulin, on sait faire, on n'a pas besoin de Rambouillet territoire pour ça, vu les montants. Enfin, c'est juste une discussion, une décision politique pour nous, mais ça n'a rien de plus. C'est que l'aire des gens de voyage qui a eu en investissement. Par contre, on paye les 1 500 000 € de réorganisation du prêt toxique que nous a transmis Rambouillet via son conservatoire. On a payé 400 000 € de réparation sur toujours ce conservatoire parce qu'il y avait des malfaçons. Pendant ce temps, nous, c'est 30 000 €. Le budget de fonctionnement, c'était il y a 2 ans. Là, c'était cette année 24 000. Mais non, ça, franchement, on avait raison d'essayer de sortir. On n'a pas pu sortir. Mais cette intercommunalité n'apporte rien à notre commune. Mais elle n'apporte rien aux autres communes. Hier, lundi soir, sur le budget pour manifester notre mécontentement, il y a, j'en compte 8, j'arrive plus à retrouver le 9e, 8 qui se sont abstenus, c'est les élus du Perret, ce sont les 3 élus de la majorité arnolfienne, et c'est
le maire de Clairefontaine qui s'est abstenu. Il m'en manque un, il me semble qu'il y en avait 9. Il y en avait 9. Je sais plus. Abstention et un contre. Et puis un contre. Voilà, on en est là. Donc le mécontentement n'est pas traduit dans le vote, très clairement. Il y a eu une demande de vote à bulletin secret du maire de Pont-Évrard qui a été refusée, malgré un précédent sur un autre sujet où le maire de Rambouillet, donc président d'Interco, parce qu'une personne demandait le vote à bulletin secret, il l'avait accepté. Là, il a considéré que c'était le budget, donc c'était important, et donc il fallait voir qui votait quoi. Il s'est appuyé sur le règlement intérieur, où le règlement intérieur dit c'est 33%. Donc il a raison fondamentalement sur le règlement intérieur. De moins de vue déontologique ou moral, on peut se poser la question. Enfin, moi, je ne me la pose pas. Je considère que dès qu'il y en a un qui veut un vote à bulletin secret, on devrait pouvoir voter à bulletin secret. Donc il l'a refusé. On sait quelles sont les conséquences. Souvent, les maires qui dépendent aussi de la ville-centre hésitent à montrer leur opinion. Donc, mais un mécontentement qui grandit, qui frémit, mais qui ne se traduit pas encore sur le vote. Alors, il y a la discussion sur le projet de territoire, c'est ce que je disais au début de la discussion qui va avoir lieu, où on peut donner notre avis, mais c'est compliqué, hein, à 66. Quand on passe en conseil communautaire à 66, il n'y a plus de discussion, ça se fait dans les commissions, tout ça. Hein. Donc Jean-Michel, je suis sûr qu'il portera le message, notamment le message aussi, c'est pas tout concentré sur Rambouillet. L'emploi il doit être déployé aussi sur les autres communes. Il défend aussi le transport, Jean-Michel. Moi, je suis attentif aux finances. Je dis, moi, je refuse, et ça sera tout mon travail à la fin de l'année, au début d'année prochaine, pour le prochain budget. C'est de dire je refuse que Rambouillet Territoire augmente les impôts des ménages. Leur boulot, c'est de regarder avec les entreprises, développer l'emploi, etc. Mais on a un maire qui nous a écrit, qui a envoyé un email à tous les autres maires lundi soir. Le mail, c'était pour nous montrer, nous faire une copie de son courrier au président de la République, parce que elle est à poil. Sa commune est à poil. Le moindre incident dans l'année sur la voirie ou autre, elle ne sait pas comment elle va pouvoir traiter financièrement. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude des budgets. Elle est élue depuis longtemps. Je crois que la première fois, c'était en 71. Donc le mécontentement, il vient de là. Nous aussi, le budget est serré. Il y a beaucoup de communes, les Essarts, c'est difficile. Voilà, on est tous logés à la même enseigne. Donc le mécontentement monte. Moi, je considère que l'impôt des ménages, c'est pour les communes qui le souhaitent. Après, chacun voit en fonction de sa politique, des investissements qu'il veut faire, etc. Mais ça doit être réservé aux communes. Je ne souhaite pas qu'on transfère des compétences. Il y a eu un bureau communautaire, c'était au mois de février. Pour commencer à travailler sur le projet de territoire, il y a eu une tentative du vice-président en charge des sports de voir si on voulait transférer toutes nos infrastructures sportives. La réponse, j'étais le premier à parler pour dire non. Il a tenté, j'ai dit non, et tous les maires des villes d'appui ont dit non, et le maire de Rambouillet aussi disait non. Donc le truc a été enfoncé tout de suite. Hein. C'est à eux de créer de nouvelles activités ou créer des services, mais si l'Interco c'est juste transféré et puis on gère, je vois pas à quoi ça sert. Ce que vous soulevez là, j'entends tout ça et je suis parti d'accord, mais c'est problématique malheureusement de toutes les modifications qu'il y a eu ces dernières années, et c'est pas que chez nous, parce qu'on parle de Rambouillet, mais nous, d'accord. Moi qui vis aussi toujours tous ces sujets d'interco, de communauté urbaine, d'agglomération. Malheureusement, c'est parti de là-haut, faut se le dire aussi quand même, d'accord, avec des obligations pour tous qui ont démuni effectivement toutes les villes, les communes, les missions de chaque maire, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, dans cet état-là, je ne vois pas, c'est très compliqué d'aller à contre-courant. Enfin, malgré tout, je suis moi aussi contre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets pour l'urbanisme, pour plein de sujets comme ça. Il y en a un paquet qui sont au détriment des sociétés, des PME derrière et tout. Oui, ça c'est clair. On va avoir des vrais sujets de désertification dans les petites et moyennes communes, parce qu'on ne parle pas des moyennes, ce sera pareil. Et tous ces sujets-là, petit à petit, ça grignote, et ça commence à bien grignoter
toute la troisième couronne de l'Île-de-France, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc oui, ça, je rejoins tout ça, mais maintenant, si l'État, maire et les régions, finalement, ne reviennent pas un peu sur tous ces sujets-là, je ne vois pas Rambouillet ou d'autres, de toute façon, malheureusement, ça reste une petite île, hein, on n'est pas... et donc, je vois pas. Enfin, c'est vu ce qui se passe avec le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est gentil le Grand Paris, mais Grand Paris, on pense à la première couronne, mais le reste, on s'en fiche complètement. Hein. On prend tous les grands élus là-haut, on fait tout. On est là-haut, quoi. Voilà, le reste, c'est pas grave. Donc c'est vrai, le constat, il est sûr. Je rejoins ce constat, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué les années à venir. On a reçu le petit livre des Yvelines, avec tous les investissements qui ont été faits. Je ne sais pas si vous avez vu l'investissement qu'on a eu sur... Rien. Hein, J'ai pas vu, j'ai cherché. Hein. On a eu un stage pour les enfants en Carpenter. Ouais, voilà. Ça, c'est le Sud-Yvelines. Ouais. Donc, ouais, donc, nous, en fait, on est là. Quoi. On est un peu... avec la frange. Et le problème de la frange, c'est que tous les territoires ne peuvent pas marcher sous le même modèle. Voilà. Vous avez les mêmes discours dans le 77, pareil, parce qu'ils ont le même sujet que dans le Sud-Yvelines. Le sud de 91, c'est pareil. Hein, je veux dire, vous avez sur Étampes et tout, c'est le même discours. Même si certains maires ou députés se battent, mais finalement, c'est compliqué. Quoi. Donc, on a vu, comme dit Bertrand, qu'on a dit que c'était pensé en haut. Sauf que c'est pensé en haut, mais c'est pas pensé par les territoires. Ah bah non, c'est pas pensé par les territoires, oui. Les territoires ont pensé leur façon de s'agglomérer entre eux. Parce que, moi, j'ai ma mère qui vit en Bretagne, et à l'endroit où elle vit, ils avaient déjà tout construit avant qu'on vienne leur dire il faut vous regrouper. Hein. Ils avaient déjà tout fait. Parce que par obligation, déjà, parce que c'est les petites villes qui avaient besoin de travailler ensemble. Et en fait, ça fonctionne très bien. Parce que ce sont les communes qui l'ont pensé. Mais l'Île-de-France, c'est la baronnie. C'était validé parce qu'il a fait rentrer dans le cadre de la loi, mais ça existait déjà. Quoi. Et dans toutes les provinces, dans plein d'endroits comme ça, c'est des gens qui sont des choses intelligentes. Et nous, ici, on l'a pas fait intelligemment. On a attendu que ça nous tombe d'en haut. Ça a arrangé certaines personnes, je pense. Et aujourd'hui, on est prisonnier d'un système. Quoi. Et on est prisonnier d'un système qui est en train de nous absorber, qui est en train de nous faire tranquillement, on va dire. Et aujourd'hui, l'exemple parfait, c'est que quand il y a des gens qui se regroupent pour faire des choses différentes, qui sont en dehors des cadres, on leur envoie 2500 CRS pour les expulser. Hein, une société une expérience de territoire qui fonctionne très bien. Alors après, on peut toujours parler de l'égalité, tout ça, mais ce qu'ils ont mis en place, ça fonctionne. Ça traîne en place, ça fait revivre des territoires. Mais c'est pas dans le cadre de ce qu'a défini l'État. Et le problème, c'est ça, c'est que l'État est très théorique, ils font toujours des grandes choses, mais en fait, derrière, ils ne viennent pas mesurer les conséquences de leur prise de décision. Bon, c'est pas ceux d'aujourd'hui qu'on fait ça, ça fait 40 ans qu'on marche sur la tête. Et vu qu'en plus on a un État jacobin, donc déjà pour pouvoir déléguer sur des territoires des vraies compétences et des vraies prises de pouvoir de décision, ils ont un peu du mal à lâcher à Paris. Louis XIV qui a lancé tout ça, historiquement. C'est là que ça a démarré. On va guillotiner. On est surtout une société qui on a du mal aujourd'hui. On est une société qui se referme et qui s'ouvre pas. On fait des contraintes partout, des lois partout. On bloque les initiatives qui pourraient être valorisantes, créatrices d'emplois. Alors il y a les deux niveaux, hein. Il y a l'État et donc normalement il y avait dans le programme du président le droit à l'expérimentation des territoires, donc on l'attend toujours. Mais on a aussi le choix politique local de Rambouillet territoire, qui est encore autre chose. Et là c'est à travers le projet de territoire qu'on regardera. Mais la fusion des deux départements. Pardon ? La fusion des deux départements, 92 et 78. Pour l'instant, c'est pas. Ils mutualisent parce que c'est pas à l'ordre du jour. Hein, mais... Non, c'est une grosse bataille. Oui, je sais bien. Oui. Avec un point commun des deux, c'est la vallée de la Seine. Oui, on se sent très concerné. Il y en a qui sont vraiment en haut. Voilà. Il y en a qui se sentent bien concernés. Je ne sais pas s'ils sont si bien que ça là où ils Non, mais j'ai pas dit qu'ils bon. Non, mais j'ai pas dit qu'ils étaient Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur Védry. Vendredi, vous étiez au Salon d'Art, vous avez eu un entretien avec certaines personnes de notre association au sujet des éclairages.
ce dossier qu'on avait transmis fin 2016. Oui, ça me dit rien, ça, que pourquoi, les membres mais- de l'association m'ont demandé on a refait une copie de ce dossier et m'ont demandé de vous le remettre ce soir. D'accord. Donc là, c'est le passage, je vais dire très rapidement, une possibilité de passage en LED de tous les éclairages des tableaux du salon. On aura moins chaud peut-être aussi après. Oui. Ouais, parce que sous les... Je croyais qu'on l'avait reçu. Ça chauffe un peu la couenne à côté des tableaux. Hein, c'est... 30% d'économie sur la durée du salon, mais ça sera le même pourcentage d'économie quand ce sera utilisé pour d'autres aspects. Le LED aussi, hein, c'est un futur scandale sanitaire. Attention. Oui, le LED, attention. Non, mais attention à la température de couleur. Je vous l'ai déjà dit en conseil, ne jamais acheter 6000 Kelvin, des LED à 6000 Kelvin. C'est de la folie. Hein. C'est de la lumière blanche. Ça, c'est la DMLA dans quelques années. C'est pour ça que nous, on est descendu à 2700 et l'association avec laquelle on travaille, Ville et Village Étoilé, nous dit 2400 maintenant. Ils descendent. Et surtout, passez pas au-dessus de 3000 Kelvin. Enfin, ça, vous avez des taux de lumière blanche qui sont pas... Enfin, 3000, au-dessus de 4000, franchement, ça devient... C'est blanc-jaune, donc on consomme plus d'électricité hein, pour avoir la même luminosité avec le blanc. D'accord. Et là, voilà, c'est encore un scandale, mais c'est encore l'État. Je veux dire, on ne faut pas demander aux communes de tout De toute façon, il y aura du gérer. LED bientôt, donc on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que ça devient compliqué, il faut bien les choisir. De toute manière, c'est très bon. C'est bon? Merci beaucoup, le conseil est clos. Ah d'accord. J'ai pas mon téléphone, je sais rien. Oui, c'est le salon demain. Pourquoi il faut la politique, si, je veux, au contraire. J'y pensais même dans la journée. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit il faut y aller. Oui, et on a besoin d'appui. Comment on va faire nous découvrir tout seul? Là, on sera bien appuyé. C'est quoi la proposition? C'est de faire notre livres? Non, pour l'instant, c'est défendre la commune par rapport au refus. 3500, les deux. C'est parce qu'ils nous ont identifiés comme étant anti-linké, c'est ça? Ah d'accord, ok. Suite à leur intervention d'il y a 2 jours, là, c'est ça? Ouais, d'accord. Bah oui. Ah non, je suis au contraire, je suis pour. C'est pas une question de gauche droite, c'est une question, elle est environnementale quand même. Hein, donc je pense que c'est une bonne idée, ça on aura quelqu'un, et en plus s'ils attaquent, c'est... Alors, qu'est-ce que vous savez que c'est la dans l'immeuble dans lequel Laurie a acheté avec un voisin. Oui, donc il faut... La 48 heures pour déménager, il fait une autorisation de licence, et elle demandait si elle pouvait bénéficier d'un camion. Oui, pas de souci. Là, ils ont 48 heures dès maintenant. Je croyais qu'on attendait le rapport de l'expert pour les 48 heures. Elle déménage samedi. Il faut solliciter Mme Peretti pour les 2 logements et puis on va les prendre. D'accord. Vous voyez une proposition qui est tout à fait honnête. Oui, donc il faut qu'on l'accepte et puis qu'on ait la convention signée le plus vite possible. J'ai continué à travailler sur les recettes. Je continue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Allez-y, Madame Bretagne. Oui, non, mais je ne voulais pas vous déranger. Non, mais j'ai perdu le fil, donc allez-y. Bon. J'ai pas voulu intervenir tout à l'heure parce que ça aurait été stérile. Concernant les formations, j'ai vu qu'il y avait des formations pour 2 agents des secrétaires. J'ai plus, mais c'est... Vous inquiétez pas, j'ai pris en doublon, merci beaucoup. Entretien, taille et lagage. Oui. J'ai pas mon... Oui. Oh bah, c'est massacre à la tronçonneuse en ce moment, j'étais obligée de me fâcher. J'ai vu l'ONF cet après-midi qui propose des choses, une formation aussi sur ce sujet-là pour essayer d'adoucir, je dis moi, à la mairie. Il est fou. C'est Yannick. Yann. Qui s'y remet. J'ai l'impression, j'en sais rien, mais... Le problème, c'est que lui, il prétend qu'on a l'état sanitaire de certains arbres oui, mais qui il a laisse pas... à désirer. Alors l'ONF, ils font des diagnostics, hein. On a des gens qui font des diagnostics, parce que là, moi, je trouve que c'est un peu rapide. Donc... Là, il nous a balancé un devis de 25 000 € pour abattre tous les arbres qui sont au bout de la rue Jean-Moulin. On lui a posé des sous-trucs en le disant même pas en rêve. Donc, voilà.
Non, parce que moi, il y a quelques années, je n'avais parlé avec monsieur Le Cuéry. Je vous avais fait un petit compte rendu. Oui, je le sais. Et j'étais très étonnée parce qu'il est venu chez moi pour enlever des nids de chenilles, puis on a pris le temps de parler 5 minutes. Donc, il me disait qu'il avait discuté justement avec un gars de la mairie. Alors, de fil en aiguille, j'ai compris que c'était monsieur Fourget. Puis il me disait, oh, ben oui, ben, il a l'air quand même d'écouter ce que je dis. Alors, moi, je dis, hein? Et donc, en fait, je suis un peu étonnée. Donc, ça veut dire qu'il recommence à... Alors, il fait il donne l'impression d'écouter les conseils des professionnels, mais en fin de compte, il fait ce qu'il veut. Alors, moi, j'ai pas vu encore. Où est-ce qu'il veut s'attaquer, là, maintenant? Ah non, c'est les arbres de Jean Moulin, donc on va stopper. Parce que c'est pas les plus abîmés, en plus. Bah, les plus abîmés, c'est rue de problème, Dourdan. c'est que souvent, les riverains l'interpellent d'une façon un peu musclée, parce qu'il faut faut pas oublier qu'ils sont en première ligne sur la voie publique. Ouais, c'est vrai. Ils se plaignent que les arbres sont pourris parce que les branches tombent sur les voitures, etc. Et lui, pour rendre service, croyant bien faire, il coupe. Bah oui. Mollo, j'ai déjà prévenu le nouveau responsable du CTM que, attention, il avait la gâchette facile avec la tronçonneuse. Je pense que la solution, c'est que je lui mette en panne la tronçonneuse, ça va pas traîner. Il faut que quelqu'un à l'extérieur nous fasse un diagnostic aussi, parce que c'est un peu facile. Ah oui, enfin ça coûte vachement cher, le diagnostic, c'est vrai que... Bah oui, mais moi déjà, quand... sinon, moi je coupe pas d'arbre si on me dit pas qu'il est... Bah non, et puis de toute façon, ceux qui sont pourris, c'est pas forcément ceux-là, quoi. Et puis il faut faire des diagnostics vachement chers, quoi, avec des ultrasons. La commune ne peut pas se le permettre. Mais... c'est pour ça m'a fait du souci, parce que je me suis dit, déjà, moi, j'avais donné justement la charte de l'arbre, où il y a juste des indications techniques sur la façon dont on élague proprement, quoi. Mais ils les ont pas, ça n'a pas été lu. Oui, non, ils sont censés apprendre ça dans les formations. C'est pour ça, est-ce que vous avez, vous savez quel est l'organisme de formation qui va s'occuper de ça? Parce qu'il y a du lard et du cochon. Hein. C'est NFPT. C'est NFPT. Ah bon, non, c'est vraiment... je trouve pas ça forcément rassurant. Mais pourtant, il s'est remis à... Ça dépend des intervenants. Parce qu'ils prennent souvent des intervenants extérieurs, donc ça dépend complètement des intervenants. Parce que c'est vrai que moi j'y pensais, je me disais sur la route de Dourdan, il faudrait faire de la sélection il y a de la sélection à faire, mais si c'est lui qui l'a fait, ça va finir de tuer l'arbre. D'ailleurs, bien les arbres, ils ont survécu, ils sont costauds. Moi, depuis qu'on a sauvé l'Albizia, Raymond, arrosé à l'essence, moi je dis que tout est possible. Non, mais ils l'ont changé l'Albizia. Non, ils l'ont pas changé. C'est celui qui avait été planté arrosé à l'essence qui est reparti. Enfin, arrosé à l'essence, j'exagère. Arrosé avec des fonds de bidon qui avaient de l'essence. Oui. Il y a des choses où pas je le sais. Oui. Voilà, mais donc c'est pour ça, je me suis dit, faudrait pas qu'il se croie libre Non, mais on essaye de veiller. C'est vrai, moi je suis plus dispo, je suis désolée, j'arrive pas à trouver du temps pour... Non, mais là, on a ça, dit... on a monsieur Lapo qui est arrivé. C'est très embarrassant, c'est pour ça que j'avais... Conseil municipal ouverte. Je fais la...